Bonjour Catherine, Bonjour Raphaël, merci pour merci. l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté et puis de m'accorder ce temps pour complémentaire. Euh, je vais te demander de te présenter en quelques mots ton Mhm. parcours, comment tu en es venu à la diététique chinoise par exemple et à la médecine chinoise aussi, plus Ouais. généralement. Alors, donc moi, je suis Catherine Charles, j'ai bientôt 50 ans, j'habite en Haute-Savoie, entre Chamonix et Genève, et j'ai deux grands-enfants, deux grandes filles. Je suis praticienne depuis en médecine chinoise, enfin j'ai commencé mes études en 2002, donc après les choses se sont un peu déroulées les unes après les autres. J'ai fait une spécialité puis une autre et tout, et avant de rentrer complètement, enfin avant de dérouler tout. Et j'ai rapidement commencé par la diététique chinoise. Moi, alors, avant, moi, j'ai été danseuse pendant un petit moment et je me suis beaucoup blessée. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en gros, euh, l'ostéopathie, le shiatsu d'ailleurs, le shiatsu bien avant l'acupuncture parce que j'avais peur des aiguilles. Et en fait, très rapidement, la diététique est arrivée dans le sujet en fait de pourquoi je me faisais tout le temps mal et plein d'autres sujets aussi. Et ça m'a passionnée. Moi, avant ça, je faisais de l'athlétisme à haut niveau et je me suis blessée une année. J'étais ado, pleine fleur de l'âge, et j'ai pris 15 kilos d'un coup avec 3 mois d'immobilisation. Et donc après, moi, je me suis traînée une taille 44. Bon, c'est très bien, hein, c'est pas de souci, mais pendant longtemps, et je l'ai pas très bien vécu en fait. C'est très bien parce qu'il y a des gens qui le vivent très bien. Moi, pas du tout. Et j'ai galéré mais des années quoi, avant de pouvoir inverser la tendance. Non seulement il y avait ça, moi je me reconnaissais plus, et en plus j'ai souffert de troubles digestifs et plein d'autres choses pendant des années, encore avant ça quand j'étais petite quoi. Donc en gros, la digestion, ça a toujours été un sujet chez moi, jusqu'à ce que je découvre un peu les principes de la diététique chinoise, où là les choses se sont quand même nettement améliorées, pour ainsi dire. La plupart de mes problèmes se sont réglés. Après, pas que ça, hein, il y a d'autres choses. Et c'est devenu un peu, comment dire, j'avais dit ça à Maxime de Chouzen une fois, je me suis toujours dit, si j'arrive à comprendre pourquoi manger ça, que manger pour améliorer ça, c'est comme si j'avais craqué le code de la santé, tu vois. C'est ce truc-là que j'ai toujours eu en moi, genre si j'arrive à gérer ça, ça va le faire. Voilà. Donc c'est devenu, ça a toujours été là. Après, c'est devenu un peu une passion. Et puis après, à un moment donné, tu partages avec d'autres gens. Et puis, tu sais, c'est des émulations. Les passions, c'est pas que d'un coup ça. T'as le retour, les échanges, et de fil en aiguille, bah voilà, c'est devenu ma spécialité dans toutes les spécialités de la MTC. Et j'enseigne. Je suis un peu addict à la transmission, on va dire. Et je suis toujours en train de chercher des nouvelles recettes, des nouvelles idées et tout. Voilà. Super. Oui, on sait que de toute façon, en tant que praticien et enseignant aussi, que la diététique occupe une place centrale dans la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on peut difficilement traiter quelqu'un sans passer par un aspect diététique pour que ce soit pérenne dans le temps. Mm, C'est ce que tu tout à fait. observes dans les consultations, même si toi aujourd'hui, évidemment, tu es spécialisé dans la diététique, mais est-ce que tu as observé ça? C'est-à-dire, Ah ouais, bien sûr. Ça n'a pas toujours été, j'ai pas toujours été spécialiste, tu vois, mais j'ai toujours eu une vision diététique même en cabinet. Et à l'époque où je faisais que de l'AQ, AQ et pharma, ben, je voyais bien que quand même le comportement alimentaire des gens, c'était une problématique quand même, et qu'il fallait, ça tenait pas à ce qu'on faisait, c'est logique. C'est pas, il y a des fois, en fonction des terrains et des comportements et des habitudes des gens, et c'est peine perdue. Plein de fois, moi j'ai dit aux gens, si vous changez pas ça, ça sert à rien de revenir, gardez votre argent, je garde mon temps, enfin, faites autre chose. Et, hum, et je trouve qu'il y a des choses qu'on peut vraiment régler que avec la diététique et d'autres choses pas du tout. Par contre, si la diététique est un peu bancale, ah, les résultats d'après sont moins, ils tiennent moins dans la durée en fait. Mais ça fait pas tout non plus, hein. non, mais ça fait un socle solide. Ouais, c'est Quelqu'un qui a ça, une bonne c'est ça. diététique, quand même, ça permet de travailler sur des choses autour. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, c'est un peu le. Moi, j'avais un prof qui disait,
Il parlait du corps. J'ai une formation d'ostéo aussi, et on faisait de l'ostéo et de l'émotionnel. Et le prof il disait, le corps, c'est pas le plus important au final, mais enfin, mais c'est prioritaire. Et en fait, je suis assez d'accord, la diététique, bah, tu sais, c'est lié au centre, c'est lié à la rate, c'est lié à toute cette stabilisation-là, je trouve, de l'être humain. Alors, c'est pas essentiel, on va pas passer de notre vie à être stable au centre et à rien faire de tout ça. Mais à partir de ça, bah, c'est plus facile d'aller tout autour et d'expérimenter les choses et de régler d'autres problèmes aussi. Donc, les gens, moi, qui viennent maintenant en diétothérapie pour des problèmes où je sais très bien que c'est pas la diététique, on le fait quand même, mais ils savent que on stabilise, mais la suite, c'est avec quelqu'un d'autre, quoi. Du coup, aujourd'hui, je pense que les gens ont compris qu'on allait parler diététique chinoise. Ah oui. Euh, Ah oui, j'ai pas dit. on va tourner autour. J'avais envie de parler de la gestion du poids. Je trouvais Mhm. ça d'actualité et très important, mais pas que pour simplement une perte de poids pour l'aspect esthétique, mais vraiment pour l'aspect santé, puisque c'est ce qui est regardé quand même en médecine chinoise et même Occident, évidemment. Euh, de manière générale, quand on parle de perte de poids, de gestion de poids, on pense à l'IMC, on pense calories, on pense le poids sur la balance. Comment, en médecine chinoise, diététique chinoise, on aborde la gestion du poids au-delà de ces termes-là, donc de l'IMC, de calories, etc. Alors, bah déjà, la diététique, bon, là, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent un tout petit peu le principe, mais juste pour quand même poser le cadre un peu référentiel, en diététique et énergétique chinoise, nous, ce qui nous intéresse, c'est trois choses principales. Il y en a plein d'autres, mais trois choses qui sont euh, la nature des aliments, la saveur et le tropisme. La nature fait référence à une fois que l'aliment a été assimilé, est-ce que ça va générer du chaud ou du froid? Et au milieu, il y a toute une gamme qui se déploie, neutre, frais, froid, tiède, chaud. Donc ça, c'est vraiment l'aspect thermique des choses. La saveur, c'est plutôt lié à la fonction et c'est qu'est-ce que ça va générer comme mouvement, comme fonction, comme action dans le corps. L'acide, ça va resserrer, l'amer, ça va émolier, non, c'est le salé qui va émolier, la mer, ça va purger et assécher. Enfin, voilà, toutes les saveurs ont des fonctions qui vont avoir des répercussions après sur l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. Et le tropisme, en fait, c'est le lieu d'action. Où va se passer l'action? Donc, on va parler de l'organe et du système méridien associé, et donc de l'espace dans le corps associé. Par exemple, si on pense au poumon, tu as le méridien du poumon, ok, mais tu as aussi la surface, donc la peau. Donc, le poumon va gérer tout ça. Moi, je prends souvent l'exemple du poireau. Le poireau, c'est une nature chaude, une saveur piquante, un tropisme au poumon. Principalement, on peut déjà juste là savoir que le poumon, il va faire circuler, enfin, le piquant fait circuler, d'accord? Il va faire circuler une énergie chaude, plutôt poumon, d'accord, mais jusqu'à la surface de la peau, en fait. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit. Après, moi j'ai beaucoup de respect pour la diététique moderne, euh, qui apporte des choses aussi hyper intéressantes, et je trouve que quelqu'un, par exemple, qui fait de la diététique moderne, plutôt de bon sens quand même, avec tous les outils euh, médicaux, les analyses médicales, tout ça, et qui restent dans ce cadre-là, la plupart du temps, ça marche très bien aussi, quand même. Mais il faut que toutes les analyses soient là, en fait. C'est pas vous mangez ça, 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 et ça fait ça. Il faut que la personne ait un bilan, entre guillemets. Et là, ça cale. Parce que nous, en médecine chinoise, en fait, il y a deux choses fondamentales, en diététique surtout. C'est ce qui mange et ce qu'on mange. Et l'un et l'autre sont interdépendants. Enfin, genre, on peut pas juste, bon, bah, vous avez ça, et puis bah, vous mangez ça, ça va faire ça. Bah non, en fait, peut-être pas, parce que le pourquoi il a ça, ça peut être une cause spéciale qui ne sera pas la même chez quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, la réponse ne sera pas forcément la même. Alors, il y a des grandes tendances pas à inventer l'eau chaude à chaque fois, mais quand même, c'est essentiel de vérifier la personne. Donc, on va parler de tendance, de terrain, c'est toutes ces notions-là, et puis même d'état de la personne au moment où elle arrive. Et après, bah voilà, en rapport, on met ça. Donc, je pense que c'est assez complémentaire, mais moi, ce que je pense qui a beaucoup manqué sur les, la diététique moderne, c'est la non prise en compte très spécifique de la personne.
Et tu vois, par exemple, l'histoire de la balance, tu parles la balance, jetez vos balances, quoi. Mais jetez vos vieilles balances. Les nouvelles, elles sont géniales. Tu vois, celles, les balances qui donnent la masse grasse, le taux d'hydratation, la masse musculaire. Ça devient vachement intéressant parce que tu suis une évolution qui est plutôt liée à la santé. Ah oui, on sait que d'avoir plus de masse musculaire, c'est favorable à la santé. Il y a plus de choses qui vont mieux se passer. Alors que je peux te donner un exemple rapide Vas-y. sur le sujet. J'ai une patiente il n'y a pas longtemps qui a un certain âge quand même, qui vient pour une douleur, pour un trouble à la cheville, donc on travaille en acu. Et elle me dit, ah, je suis trop contente. Ça fait 1 an et demi qu'elle ne marche plus quand même. 70 ans, à peu près. Elle ne marche plus. Elle me dit, ah, je suis trop contente parce que je lui demande, et au niveau digestif, le poids, comment ça se passe, tout ça. Elle me dit, je suis allée chez le médecin et j'ai perdu 2 kilos et je suis super contente. Et là, moi, j'ai une petite goutte froide qui est descendue. Cette dame-là, à 70 ans, ne marche plus depuis 1 an et demi. Elle a perdu 2 kilos. Le médecin est content. Bah, moi, ça m'a fait vachement flipper. Parce que, à mon avis, ce qu'elle a perdu, c'est pas du gras. C'est sans doute de la masse musculaire, en fait. Et à cet âge-là, ça devient hyper problématique, en fait. Donc, tu vois, c'est voilà, cette gestion du poids, la balance, la vieille balance de poids, on s'en fout. C'est pas le poids qui compte, en fait. Même si c'est un indicateur, une fois que tu as toutes les clés, quoi. Voilà. Oui, d'où l'importance du diagnostic ou du bilan énergétique qui permet de déterminer ce terrain et la présence. Et ce que tu disais est juste, c'est-à-dire rien que la présence, le fait de déterminer s'il y a du chaud ou du froid dans le terrain indique quel est l'aliment, au moins quelle est la catégorie d'aliments qu'on va donner. Parce que je prends des Fondamental. exemples assez simples, mais dans les régimes, entre guillemets, qui sont donnés pour la perte de poids, il y a énormément de froid Mm. donné. Énormément. Voilà, on Mm. est sur du cru, beaucoup, Mm. on est sur des produits. Donc, effectivement, il y a un impact comme quoi il y a une perte de poids, mais derrière, on sent un affaiblissement. Mm. Est-ce que tu le rencontres, ça? Euh, euh, Tout le temps. enfin, c'est super important, en fait, Ouais, de prendre en tout le compte temps. cette température, entre guillemets. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un peu mon cheval de bataille. Et bon, moi, je fonctionne à l'obsession un petit peu quand même. Mais ce qui m'intéresse dans la transmission de la diététique chinoise, c'est cette notion-là fondamentale de nature. Pour moi, c'est la priorité. Le reste, euh, alors les saveurs aussi, bien sûr, ça va avec. Mais alors, je sais qu'on n'est pas tous. Alors déjà, je ne parle pas au nom de tous mes collègues je ne pense pas avoir un avis absolu sur la diététique chinoise. J'ai mon point de vue qui est quand même assez étriqué au final, hein. Je pense que là-dessus, je suis un peu, je suis pas la plus ouverte d'esprit parce que je refuse déjà de faire des transfuges avec justement la diététique moderne, j'évite le plupart du temps parce qu'on a des super spécialistes à côté enfin, chez moi et on travaille tous ensemble en fait. La plupart du temps, on arrive au même endroit. Donc voilà, j'évite strictement de faire ce genre de choses. Et alors, je sais qu'il y a des personnes pour qui la couleur, c'est fondamental. Euh, moi, ça m'inquiète un peu parce que je pense que c'est beau. Alors, ça donne un sens, ça donne une dimension quand même qui met du mouvement à l'alimentation. Et déjà, les gens s'intéressent à ce qu'ils mangent, donc c'est déjà une fantastique. Mais sur l'impact après au niveau digestion et énergie fondamentale du corps, je pense que là, c'est sur les natures la priorité. C'est dans une maison, tu t'intéresses déjà à savoir déjà un. Et bien alors moi, mon deuxième truc, c'est que j'aime bien travailler avec les familles d'aliments. Si tu veux, on en parlera au fil du temps, mais pour remettre des aliments, pour moi, spécifiques au centre de l'assiette. Et l'image que j'utilise beaucoup, c'est si on commence à vouloir remettre sa santé en état, on va dire, c'est un peu comme si on prenait une maison. Si tu as une maison qui a été un peu abîmée, qui a été laissée à l'abandon, il y a de fortes chances que tu aies des trous un peu dans le mur et que la première des choses que tu vas faire, c'est consolider les murs, après consolider le toit et mettre la maison hors d'eau, hors d'air pour pouvoir, une fois que tu vas chauffer, ça reste. Et la chose principale après, c'est l'eau, c'est le chauffage en fait. Après, on n'habite pas tous au même endroit, mais la plupart du temps, l'être humain, depuis qu'il sait se servir du feu, il cherche à avoir chaud.
surtout en hiver en fait. Et donc c'est cette notion-là, pour moi, la chaleur, c'est la température, c'est la priorité à regarder. Et après, bon, bah voilà, t'as l'électricité, les fonctions, tout ça, donc ça arrive petit à petit, quoi. Après, tu décores. Voilà. Le terme régime en diététique chinoise, on l'aime pas trop. On aime bien le rééquilibre. Euh, Mm. je pense que tu penses la même chose. On fait pas forcément un régime pour le poids. On le fait pour travailler d'abord sur un terrain. Euh, Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Analyser la constitution, le terrain de la personne pour mettre en place une diététique équilibrée. Ou quelle est ta méthode? Ou voilà, comment tu t'y prends? Mm. Alors déjà, pour la perte de poids, c'est un sujet particulier, hein. Pour moi, c'est vraiment un sujet très à part dans la diétothérapie chinoise. En tout cas, d'un point de vue général, le rapport à l'alimentation, il n'est jamais neutre. Enfin, quand il est neutre, ça va vachement vite. Tu dis, bon, bah voilà, vous avez ça, vous mangez ça, un mois après, ou les gens roulent, tu vois, c'est réglé. Mais c'est rarement le cas, en fait, en cas de gestion du poids. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire des challenges sur. C'est une formule que je fais depuis l'année dernière et je trouve ça super. Pendant un mois, on a un groupe et on se soutient. Parce que si t'es tout seul chez toi, la plupart du temps, les femmes qui arrivent, souvent des femmes, bon, il y a des hommes aussi, mais les hommes, ça va vite, en fait. Il y a une sorte d'injustice. Là-dessus, c'est quand même, on n'est pas tous égaux. Bref, c'est- quand les gens arrivent à moi, c'est pas la première fois qu'ils tentent un truc. Je suis souvent la dernière tentative. Donc ça me fait plaisir parce que les gens arrivent surmotivés. Ou alors ils arrivent surmotivés, ou alors ils arrivent dépités, puis quoi qu'il se passe, ils ont tout testé, il n'y a rien qui marche. Donc si tu veux, ils arrivent déjà avec une histoire émotionnelle liée au poids. Et puis la plupart du temps, pourquoi on prend du poids, c'est pareil, c'est souvent lié enfin, il y a une part émotionnelle dans la gestion du poids qui est hyper importante. Et donc, en fait, tu parles de régime et de rééquilibrage. On fait des leurres. En fait, on fait un régime au début. Bah oui, bien sûr, en vrai. On va quand même se forcer dans un premier temps à changer notre alimentation. C'est l'histoire du régime. Ce qu'on appelle le terme régime, ça évoque tout de suite par contre de la privation. C'est le terme privation qui va avec régime qui pose problème. Mais en même temps, il faut être réaliste. Même en diététique chinoise, si tu te prives pas Enfin, il y a des choses, il faut s'en priver, sinon ça va pas marcher. Donc, tu vois, on fait un leurre. Oui, rééquilibrage, c'est plus joli. Et alors, oui, souvent, j'essaie de faire passer la santé avant, même si au final, c'est la perte de poids qui est visée. Mais les gens sont tellement en tension émotionnelle sur la perte de poids qu'il y a tout qui se fige et il n'y a plus rien qui fonctionne, en fait. Donc, mais oui, à terme, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est enfin, en perspective le fait que la perte de poids, c'est un petit sujet. En fait, c'est super facile. J'espère, je pense que les gens vont me détester pour ça, mais c'est facile de perdre du poids. Par contre, parce que si on défocalise de ça et qu'on voit la grande vision derrière, à savoir bah, être en bonne santé, les articulations qui va bien, avoir l'esprit qui est léger, les mouvements de l'énergie et du sang qui sont OK, avoir assez de force musculaire pour pouvoir courir après, je sais pas, ses enfants, ses petits-enfants, soulever des sacs de pellet ou ce genre de choses. La vie demande plein d'actions et s'il n'y a pas d'énergie, et s'il y a de l'humidité partout à la place, eh ben, la vie, elle est vachement moins rigolote. Les projets, salut. L'enthousiasme, salut. La libido, bye bye. L'envie de faire des trucs, enfin bon, il y a tout qui s'efface en fait. Donc la perte de poids, ça rentre dans un immense. Des fois c'est très rapide parce qu'il y a que ça qui pêche, c'est pris à temps et donc hop, ça repart. Mais si les gens arrivent avec plein d'années d'expérience pas concluantes, bah on le remet dans un ensemble en fait. Donc là intervient le terrain, intervient la tendance de la personne, et la priorité c'est que la personne comprenne comment elle fonctionne et comment elle après elle va pouvoir au fil du temps. Ça peut aller vite, ça peut être très long. Et les points d'achoppement, la plupart du temps, quand c'est long, ce qui n'est pas le cas tout le temps, c'est plutôt la psyché en fait, émotionnelle. C'est rarement ce qu'on fait, ça va quoi. Et quel est l'impact alors de ces émotions concrètement?
euh, sur sur la gestion de ce poids? Est-ce que c'est la culpabilité, Ah ouais, ouais, le, c'est le énorme manque ça. de motivation aussi? Voilà, il y a tout plein d'émotions qui empêchent de maigrir ou qui encouragent à grossir dans certains cas. Qu'est- Comment ça fonctionne, cet impact des émotions? Est-ce que on peut revenir sur le sujet après? Parce que je pense qu'avant, j'aimerais bien poser généralement une notion, l'humidité, j'en ai parlé vite fait, mais l'humidité en médecine chinoise, bon, c'est quand même une notion à part qu'on retrouve peut-être en Ayurveda aussi, je pense quand même. Ça pourrait être un peu comme dans une maison, une substance qui fait un peu tout gonfler, qui prend de l'espace et qui ralentit par exemple sur une porte quand la porte se gonfle parce qu'il y a de l'humidité externe, surtout voilà, et ben, la porte elle queen, tu vois, elle ferme moins bien parce qu'elle a gondolé et tout, et tout. Et puis ça peut laisser des traces. Enfin, tu vois, on a tous croisé des maisons où tu avais de l'humidité partout, dans la salle de bain, et là tu dis waouh, c'est chaud quoi. Et c'est pas très confortable. L'air est moins agréable, on voit bien que ça pose d'autres soucis. L'humidité ambiante peut entraîner après d'autres problématiques respiratoires. Et en fait, dans le corps, on pourrait imaginer qu'il y ait ce climat, parce qu'on a l'humidité, c'est un climat externe, mais qu'on retrouve aussi en interne. Et donc, ça fait un climat où on peut avoir les articulations gonflées, les chairs gonflées. Et c'est ce qui nous interpelle le plus. Alors, c'est pas exactement comme la cellulite, mais c'est cette idée-là des chairs qui sont tout empêtrées de quelque chose qui est plutôt de l'ordre du liquide, mais diffus. Ça peut être du liquide concentré, comme on les connaît, mais ça peut être diffus. Et il y a un grand mythe pour moi dans la médecine chinoise, c'est que c'est difficile à faire partir. Et je pense que la plupart des gens, je ne sais pas si toi tu as eu ça quand tu as été formé, on nous a dit, ah, l'humidité, c'est difficile à faire partir. Ouais, c'est difficile si on ne fait pas de diététique. Mm. Mais si on fait de la diététique, ça va vachement vite, en fait. Euh, Parce que c'est fondamental. Parce que la plupart du temps, l'humidité, elle est amenée. Alors, il y a deux trucs. On disait qui et quoi. Euh, sur les entrants, par exemple, c'est amené par un apport trop important de produits humidifiants. Ah, j'ai dit ça, mais qu'est-ce que j'entends par ça? On va parler des laitages qui, dans leur fonction même, c'est une fonction de production. Parce que les laitages, ça peut être très indiqué pour des gens qui ont besoin de matières supplémentaires. Des gens très secs, très minces, voilà, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Donc les laitages, les produits crus, où là, c'est super difficile à digérer pour la plupart des gens. Les produits de nature froide, tu en parlais de la thermo tout à l'heure, de la température. Ce qui est froid peut avoir tendance chez la plupart des gens, surtout en prenant un peu d'âge, à être difficile à digérer. Dans ce cas-là, l'humidité, on dit que ça s'installe. Ça, le sucre, l'excès de sucre. Donc le sucré, le goût sucré, nous on dit que c'est le goût toxique du doux. Donc c'est l'extrême en fait. Donc ça, s'il y en a trop, ça va générer, bah, comme le doux est associé à la rate et aux chairs, du coup, bah, ça va générer un truc un peu plus compliqué chez les chairs. Même s'il y a l'intérêt au sucré, c'est pas la question. Mais s'il y en a trop, ça laisse ça. Et puis, bon, sucre, aujourd'hui, on entend aussi tout ce qui est produit raffiné, hein. Farine blanche, tout ça. Du pain mi-blanc, c'est des féculents, d'accord, mais ça se comporte comme du sucre. C'est la même chose. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Là, trop d'apport hydrique aussi, froid, donc trop de boissons froides, ça fait ça. Je crois que c'est à peu près tout. Il doit y avoir d'autres choses, mais Après, tout non, ce qui est c'est. gras, évidemment, l'alcool et puis Alors, la ça, c'est fast encore un food un autre peu. sujet. Ce qui est gras, ça va alourdir forcément, mais oui, ça va générer de l'humidité, mais pas ce sera plus. C'est pas exact. Enfin, oui, si. C'est pas une bonne idée non plus de se nourrir que Il y a une d'huile. notion de chaleur en plus. Il y a... Alors, dans l'alcool, il y a cette notion de chaleur, ouais, c'est sûr. Et là, t'empêtres autre chose. Ça colle un peu plus, quoi. Mais dans l'humidité un peu classique, c'est plutôt souvent ce qu'on rencontre, en fait. En tout cas, en France, c'est de l'humidité plutôt froide, parce qu'il y a des climats. Mais si tu vois, si on habitait sous les tropiques, bah là, c'est plutôt de l'humidité chaude, parce que naturellement, c'est le climat environnant. Alors, si tu rajoutes effectivement du typon, je vais dire comme ça, là, là, on en génère.
Donc voilà, donc si on a beaucoup trop d'humidité, si on apporte trop à l'organisme, trop d'humidité, bah, la digestion va être moins bonne, déjà dans un premier temps. Mais si de l'autre côté, la personne était déjà pas très en forme, pour tout un tas de raisons, l'énergie, nous on pourrait dire, il y a trois grandes tendances où on peut générer ça. C'est le vide de Yang, qui serait une baisse de la chaleur corporelle et la chaleur interne, qui à terme, elle, va léser les mécanismes, donc toutes les fonctions, donc associées au chi. Donc le vide de Yang peut aggraver, enfin, aura facilement tendance à entraîner un vide de chi, c'est logique. Et là, bah, c'est toutes les fonctions corporelles qui se retrouvent un peu diminuées. Bah, on respire un peu moins bien, on récupère moins bien, on dort moins bien, on digère moins bien, on élimine moins bien. Enfin, tout est moins bien en fait. Tout est diminué. Le grand mot du vide de chi, c'est la fatigue, qui est aussi un autre point qui m'obsède tellement c'est banalisé, mais bon, bref. Donc, vide de yang, donc il fait moins chaud. Vide de chi, on est plus fatigué, donc on digère moins bien. Et puis, il y a l'autre point qui est assez important, souvent qu'on rencontre, c'est la stagnation de chi, c'est-à-dire que l'énergie circule plus pour tout un tas de raisons qui peuvent être très émotionnelles, la plupart du temps. Surtout si en plus, l'énergie, souvent, on cumule avec il n'y a pas beaucoup d'énergie, elle est mise sous pression, ah, il y a de fortes chances elle bouge encore moins bien, en fait. Tu vois, quelqu'un qui est déjà un peu mou va pas se débattre facilement pour continuer son chemin, en fait. Donc, dans la stagnation, du coup, bah, la digestion est aussi entravée, elle n'est pas très bonne, et tout stagne. Les liquides stagnent, le chi stagne, et donc on peut avoir une production d'humidité. Juste parce que c'est pas qu'il y en a trop, c'est que ça circule pas assez. Tu vois, c'est un peu l'histoire du marécage, en fait. Si tu draines et si l'eau circule, bon bah voilà, ça sent bon, ça fait des fleurs et tout. Ça macère pas en fait. Donc en gros, ces trois points-là chez les gens, on les rencontre quand même assez fréquemment. Euh, bon, en plus, nous, on a des gens qui vont pas bien qui arrivent au cabinet, donc forcément, ils sont un peu impactés. La plupart du temps, on trouve quand même dans le terrain, on rencontre chez les gens une déficience d'énergie, souvent quand même. Et donc, ça impacte plus. Si tu combines une déficience d'énergie avec, tu fais rentrer des produits humidifiants, là, boum, tu as de l'humidité. Et là, bah, c'est le moment où il faut agir sur les deux, en fait. Et les émotions, tu vois, donc elles peuvent rentrer dans la stagnation du chi. En amont, ça bloque un peu tout le système. Et puis après, on se retrouve avec des émotions tu parlais de culpabilité, mais c'est exactement ça, en fait. La culpabilité alors, comment dire? Pourquoi je voulais parler de ça avant, c'est que quand on est fatigué, on n'est pas bête. Il y a deux manières de produire de l'énergie rapidement, bien respirer, bien manger. Mais bon, le bien, des fois, disparaît et on mange. On mange pour produire de l'énergie et du sang d'une manière générale. On se fait plaisir aussi, dans le sens, c'est un moment agréable et on a du plaisir à manger quelque chose qui est gustativement, qui nous plaît, quoi. Mais principalement, on mange pour survivre, pour fabriquer de l'énergie et du sang. C'est la fonction principale de la rate. Donc, quand tu es fatigué, le premier réflexe, c'est on mange. Et la plupart du temps, vu que associé à ce qu'on a besoin d'énergie rapidement, on va plutôt aller chercher sur du doux en fait. Mais vu qu'on est tous un peu bien éduqués, on va pas taper un plat de pâtes à 10 heures. Non, on va plutôt manger une petite sucrerie. Tu vois, ça c'est banalisé. C'est OK de le nombre de patientes qui travaillent dans des entreprises ou qui me disaient, «Ah non, mais moi j'en ai marre, mes collègues, elles amènent toujours des trucs.» Ça, c'est réflexe. Tu prends, tu as envie de faire plaisir, tu amènes un croissant. Moi, mes 15 kilos, je les ai pris quand j'avais 15 ans, parce que ma mère étant tellement dépitée, que je sois tellement déprimée de plus bouger, j'ai été immobilisée quasiment, j'avais un plâtre pendant 3 mois. Elle m'apportait que des croissants en permanence pour me faire plaisir. Bah oui, c'est sûr, ça m'a fait plaisir. Mais les 15 kilos, ils étaient vachement liés à ça, en fait. Continuer à manger autant, machin, machin. Donc en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, on cherche à combler la fatigue, enfin à atténuer la fatigue en mangeant, pas forcément ce qu'il faut. Et tu vois, c'est pareil, je dis qu'on est bien éduqué. Euh, pour moi, dans l'ordre du doux qui apporterait beaucoup d'énergie, les produits animaux sont doux la plupart du temps et plutôt réchauffants, souvent ils sont de nature un peu yang. Ça apporte beaucoup d'énergie.
Et en fait, idéalement, quand on est fatigué, on pourrait remettre ça un peu plus dans l'assiette. Il y a de fortes chances que ça réponde efficacement à la fatigue. La plupart des produits animaux vont tonifier fortement l'énergie de la rate. Tu vois, je parlais du mur tout à l'heure de la maison. On va venir combler des trous presque. Et ça, c'est hyper efficace. Mais bah, déjà, c'est plus tendance. Il y a eu tout un... je sais que là, on va perdre des gens aussi, mais déjà, la viande, ça coûte cher maintenant. De la bonne viande, ça coûte cher. Ou des bons poissons. On n'habite pas tous à côté de la mer non plus. Et puis, c'est plus dans les mœurs. Ça, tu vois, il y a eu quand même l'idée que manger moins de viande, c'est meilleur pour la planète, pour la santé. Oui, mais dans un premier temps, quand on est épuisé, je pense qu'il faudrait mettre les produits animaux comme vraiment des produits, des médicaments, quoi, presque. Tu vois. Et après, l'autre étape d'après, ce serait manger plus de féculents, plus de céréales, parce que c'est aussi lié à la rate et ça apporte du doux. Mais le problème, pareil, du trop de doux en quantité, si on en mange trop, c'est qu'à un moment donné, les chairs sont empêtrées. Puis on va pas. Voilà, là, par exemple, il y a des régimes très restrictifs sur les céréales qui m'ont fait péter les plombs, moi. Quand j'ai commencé à m'installer en cabinet, c'était la mode de Ducamp. Je balance, hein, je m'en fous. Parce que je trouve qu'il a fait. Il y a sans doute des bonnes idées, mais ça a fait tellement de mal après sur le long terme, les gens qui ont fini en dialyse, tout ça. Bref. Et donc, en fait, tu vois, la pomme de terre, par exemple, c'est l'ennemi public. C'est bon, c'est fini, ça. On n'en retrouve plus, mais pendant des années, l'ennemi public de la personne qui voulait perdre du poids, c'est la patate. Bon, bah, c'est con, hein, en médecine chinoise, pour nous, la pomme de terre a un petit côté diurétique qui pourrait être intéressant, en fait. Ça Bon, dépend bref. comment elle est préparée. Ouais, ça dépend comment elle est préparée. C'est sûr que sous forme de frites, c'est un peu plus embêtant. Mais tu vois, la vision à l'époque, c'était pas ça, hein. C'était toutes les patates parce que t'oublies, quoi. Toutes les préparations. Et donc, le troisième après, c'est le sucre pur. Et donc, tu te tiens sur un truc parce que ça se fait plus. Tu manges moins de viande parce que c'est mieux pour la santé, pour tout le monde. Tu manges pas trop de protéines, trop de féculents parce qu'on t'a appris que c'était pas bon, que ça pouvait faire grossir trop, trop, trop. En plus, il y a les Américains qui arrivent là-dessus maintenant, c'est carbs, 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 salut. Et hop, d'un coup, bah, tu pètes les plombs. Je veux dire, il te faut de l'énergie, quoi. Bah, tu manges, on craque tous sur un truc plus sucré. Donc, ouais, on a un shoot d'énergie, mais on paye le prix fois deux, quoi. Tu vois, c'est comme si on faisait un emprunt avec un taux à 50%, quoi, presque. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Donc, si on revient à la source même de la fatigue et de la déficience d'énergie de la rate, bah, on a moins de chances d'aller jusqu'au pétage de plomb. Parce que bien sûr, là, le pétage de plomb sur le sucre, pas une personne ne se dit waouh, j'ai trop bien fait. Je suis fière de moi. J'ai assuré, j'ai comblé ma fatigue avec une cuillère de, je sais pas, avec un donut. Je dis un truc à la con. Pourquoi si je pense au donut, j'en mange jamais, mais waouh, j'ai mangé un donut, j'ai trop bien fait, j'ai géré ma fatigue. Non, tout le monde va se dire, ah, j'ai mangé un donut, je suis une grosse merde, voilà, t'as vu, t'es grosse ou t'es gros, tu fais n'importe quoi, et là, tu vois, tout s'installe. Alors qu'à la base, la personne, elle avait juste besoin de se redonner un coup d'énergie, en fait. Tu vois, donc la culpabilité, pour moi, la culpabilité, c'est un truc qui verrouille tout. Si tu veux, ça verrouille toute notre manière de voir le monde, de voir les choses, de voir l'évolution. T'es coupable, rien n'évolue. Tu trouveras pas la solution. Tout ce que tu feras, ça ne sera pas bien. Tu vois, il y a un truc comme ça après qui s'enclenche et ça bloque tout, quoi. On digère moins bien. Mm. Si t'es coupable, tu te sens comme ça. Et après, il y a cette notion de plaisir à terme qui devient hyper perverse dans le. Alors ça, tu m'as pas posé la question, mais pour moi, ça va un peu avec, en fait. C'est les gens qui sont sur des régimes très restrictifs, qui gèrent très bien, ils font tout bien, et après, ils pètent les plombs. Mais parce qu'il y a trop de restrictions, trop de constrictions sur le système, il n'y a pas un peu de relâchement. Moi, j'estime qu'il faut vraiment. Des fois, il y a des gens, mais je me prends la tête avec eux pour qu'ils aient juste deux repas festifs. Il y en a pour qui c'est pas assez, et il y en a pour qui c'est non, je veux pas, je veux maigrir. Oui, mais faites-les, c'est important. Il faut relancer, faut qu'elle soit un petit peu challengée, la digestion. Si c'est toujours trop digeste, c'est bien, mais c'est pas, il faut la pimper un peu. Et donc, dans cette histoire-là je dis ça parce que dans le plaisir, il y a ces gens qui sont sous restriction très longtemps, qui s'épuisent le moral et un jour ils lâchent l'affaire, en fait.
Et ils disent, oui, mais moi, j'aime me faire plaisir. Alors là, il va falloir discuter, il va falloir se poser la question, avec beaucoup de sincérité, qu'est-ce qui fait plaisir dans se taper la moitié d'un pot de Nutella en dessert? La plupart du temps, c'est pas le plaisir. Le plaisir, mais après, moi, c'est là où je dis que je suis un peu radicale sur certains trucs. Pour moi, c'est pas du plaisir, c'est de la maltraitance. C'est pour ça que je dis le terme plaisir, souvent, c'est hyper pervers parce que ah, je me fais plaisir. Bah non, en fait, a priori, tu es en train de te faire un peu plus de mal, en fait. Parce que derrière, ça fait monter la culpabilité, puis ça fait monter cette estime de soi qui devient mais terrible. Je suis une grosse merde, regarde, tatati, tatata, t'y arrives pas, t'as pas de pugnacité, tu tiens pas. Non mais faut arrêter, c'est pas parce qu'ils tiennent pas, c'est qu'ils tiennent trop presque et qu'ils ont lâché l'affaire. Ou ils tiennent trop ou ils ont lâché l'affaire. Tu vois, la fatigue fait qu'à un moment donné, c'est pas, tu parlais de manque de volonté, quand tu es épuisé, des fois juste passer l'aspirateur, c'est compliqué. Alors imagine faire à manger, réorganiser ses menus, penser les choses différemment, mais ça demande quand même, tu vois, c'est une transformation. Ça demande du chi, tu vois, le chi de la rate qui aide à toutes les transformations. Bah, s'il n'y en a plus, tu veux passer d'un état taille 44 à taille 38, tu as besoin de beaucoup de chi, tu vois, pour transformer ça. Et donc, en cas d'épuisement, je pense qu'il faut déjà, moi, les gens, je leur dis, tranquille, le poids, on verra après. Mais là, pour l'instant, il faut remonter, il faut recharger toutes les batteries. Sinon, ça sert à rien, en fait. C'est peine perdue, quoi. Mais pas parce que les gens n'ont pas de motivation ou qu'ils ont un sort, parce qu'après, la plupart du temps, quand ça dure longtemps, les gens pensent qu'on leur a jeté un sort. Toi, tu n'y arriveras pas. Non, bah non, c'est pas un sort. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas possible. C'est la perte de poids, si elle se fait dans des conditions comme ça, elle est très délétère pour l'organisme. Voilà. Ouais. Et je voudrais revenir sur l'aspect humidité encore, du coup. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre contre le sucre, on a bien compris, chose qui n'était pas trop faite il y a quelques années. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a cette guerre contre le sucre et les produits transformés, etc. Et tu l'as parlé dans les régimes du camp où bah, les céréales sont exclues, etc. Comment faire, enfin, il y a une différence entre les céréales, telles que le riz par exemple, et le sucre, même si c'est la même saveur, puisqu'on est autour du doux, que enfin, tous ces aliments-là nourrissent la rate, ou en tout, soit la nourrissent, soit sont un peu en excès par rapport à cette rate. Mais c'est ça que j'aimerais que peut-être que tu mettes au point pour les gens, parce que souvent, on balaye du coup toutes les céréales. On enlève le sucre, donc on balaye les céréales. Pourquoi, par exemple, le riz est encore une céréale qui va être, le riz ou d'autres hein, d'ailleurs, mais pourquoi ça va être encore une céréale qui va être, qu'il faut consommer et je ne peux pas te recevoir sans parler des gruaux, mais qu'on peut consommer sous cette forme-là et l'impact que ça peut avoir, tu vois, par exemple, sur la glycémie ou sur la résistance à l'insuline qu'on peut rencontrer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, on balaye un peu le sucre rapide et les produits transformés, mais il faut quand même garder une base de céréales. Mhm. Et du coup, sous quelle forme on peut la manger? Est-ce que les gruaux sont bénéfiques, etc. Mhm. Ok. Alors, déjà, il y a un point, on parlait des saveurs tout à l'heure. Ce qu'on dit généralement, c'est que un peu d'une saveur va tonifier l'organe. Trop de la saveur va comment dire, gêner les tissus associés. Donc, le doux, si tu en mets un peu, ça va tonifier la rate. Mais si tu en mets trop, ça va gêner les chairs. Ça va empêtrer les chairs. Donc, moi, quand on rééquilibre, jamais, 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 je retire les céréales. Par contre, c'est vrai que avant de revenir à un truc équilibré, je m'assure quand même qu'il y ait assez de renforcement de l'énergie, mais vraiment d'un point de vue quasi structurel. Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est pour ça que moi, je mise beaucoup euh, su-
comment dire, bah, tu sais, je parlais de ça, il y a trois choses à mon sens qui sont importantes pour s'aider, en tout cas aider la rate et aider à dégager un peu l'humidité. C'est les gruaux, donc les congés, mais ça, je vais t'en parler après. Remettre assez de protéines animales, de produits animaux, en tout cas le midi, pour vraiment caler et donner de l'énergie sans mettre un énorme volume. Parce qu'on a un vrai souci aujourd'hui de volume. Tu vois, si tu mets une salade, le truc, tu vois, se mange des saladiers, quoi, en gros. Les pâtes peuvent avoir ça aussi, les gens peuvent manger. Ouais, c'est des pâtes, c'est bon. Et après, les légumineuses, moi je trouve que c'est une super aide aussi, mais là je propose plutôt de les consommer le soir. Si c'est pas digeste, bien les faire tremper si on peut. Et si c'est pas digeste, au moins sous une forme mixée. Parce que déjà dans les fonctions des légumineuses, d'un point de vue diététique chinoise, c'est l'élimination de l'humidité. Elles ont à peu près toutes une nature neutre, il y en a des plus chaudes, et à part les haricots mongo et le soja qui sont de nature fraîche, donc là on peut éviter dans un premier temps si le terrain de la personne est très froid. Généralement, la plupart des légumineuses, ça marche très bien. Et si c'est pas digeste, bah, ça montre que la rate est pas folle folle, tu vois. Donc là, il faut remettre tout ça. Donc, en gros, moi, ça, c'est les trois axes principaux. Et après, on adapte tout. On rajoute des plantes, on rajoute des ingrédients. Et voilà. Donc, il faut quand même des céréales, mais pas en quantité énorme. Et surtout pas tout seul. Je veux dire, le problème, c'est pas tant les céréales que la plupart du temps, le fait que soit mangé un plat de pâtes seul. Qui fait ça? Tu vois, le riz, on me dit souvent, mais ça constipe. Bah non. Si tu mets assez de légumes, le chi, ça nourrit le chi. Enfin, ça renforce les cinq organes. Donc, en gros, il n'y a pas de céréales plus basiques et neutres pour soutenir l'ensemble de l'organisme. Et en fait, jamais dans les pays qui consomment du riz traditionnellement, enfin, toute l'Asie serait constipée si ça constipait, tu vois, mais c'est manger avec des aliments, avec des légumes, avec des protéines, enfin, avec des produits animaux, des légumineuses. C'est jamais manger seul, sauf en cas de gruau, ou dans ce cas-là, effectivement, mais c'est dans des cas très spécifiques de convalescence et de maladie ou de post-maladie, ou dans des cas très, très spécifiques. Moi, j'aime le gruau parce que donc le congé, c'est le terme sino-américain. J'utilise beaucoup parce que les gens râlent un peu des fois, les puristes français râlent pourquoi j'utilise pas gruau, ou bouilli ou joe. Joe, c'est le terme chinois. Mais parce que pour la plupart moi, je suis pas mal sur les réseaux. Je vise à populariser, pas populariser, mais faire connaître la diététique chinoise. Et tu vois, si tu dis Joe ou si tu dis gruau ou bouilli, les gens ils tapent ça dans leur moteur de recherche, bah, ils vont rien trouver. Par contre, s'ils tapent congé, il y a le monde entier qui s'ouvre à eux, en fait, en termes d'information. Et donc, ils se sentent vachement moins isolés dans leur démarche de tiens, je vais manger ça. Si tu dis à quelqu'un manger du gruau, euh, et puis qu'il voit qu'il a l'impression qu'il est seul au monde, il se dit putain, elle est farfelue. Cette femme est farfelue, je suis la seule à manger ça. L'entourage va juger, enfin, tu vois, c'est toujours un risque aussi. Alors que si elle voit que la personne, elle voit qu'il y a mais une partie du monde qui mange ça, et c'est tout à fait banal pour d'autres personnes, bon, bah là, ça passe, tu vois, ça plus pas facilement. Bon, bref, ça c'était un aparté sur le congé. Le congé, c'est un ratio de un volume de riz, principalement, mais ça peut être autre chose, du millet ou de l'orge, ouais. Un volume de riz pour 9 à 10 volumes d'eau au-dessus, t'imagines. Encore plus. Donc, c'est beaucoup d'eau, très peu de céréales, qui cuit très longtemps. On l'associe quasi systématiquement à gingembre parce que ça augmente un peu sauf s'il y a de la chaleur dans l'estomac, mais comme ça améliore la digestibilité et c'est encore plus facile, ça met un petit peu de chaleur en plus. Ça permet de consommer, en fait, et ce que ça fait, ça tonifie très fortement les fonctions de la rate. Donc, la rate et le système digestif deviennent plus performants à digérer, donc à assimiler l'énergie des aliments et le transformer en autre chose. Et donc là, l'énergie revient beaucoup plus vite. C'est pas un tonique, c'est pas du ginseng, c'est pas du café, c'est pas un excitant. En revanche, ça permet de relancer une fonction qui était dans les chaussettes depuis belle lurette, en fait. Donc juste ça, c'est fondamental parce que sinon on peut pas. Tu vois, si la rate elle est plus ok,
tu peux lui filer le meilleur complément alimentaire, il y a de fortes chances que l'effet soit pas incroyable, quoi. Alors que si elle marche bien, là, les effets seront incroyables. Et donc l'intérêt, c'est que ça va tonifier, tu vois, on a dit un peu va tonifier et trop va... Donc c'est un peu dilué, c'est un peu fade, c'est un peu fadasse le congé. Mais c'est génial, justement, ça c'est génialissime, parce qu'en cas de prise de poids, la plupart du temps, les gens sont tournés sur le sucre, le sel beaucoup, un peu d'acide. La plupart du temps, les gens détestent la mer. Le fade, n'en parlons pas. C'est une honte, quoi. Un plat fade, c'est la pire insulte. En France, ton truc est fade, c'est une insulte. Moi, je suis hyper contente quand on me dit, ah, mais c'est fade. Youpi. Parce que ça, le fade renforce l'énergie du centre. Donc, si c'est un peu fade, hein, tu vas avoir un peu de doux au final. Donc, tu vas avoir l'organe qui va être tonifié sans venir gêner les chairs. D'accord. C'est pour ça que j'utilise beaucoup. Et donc, c'est pour ça, dans ce que je préconise c'est de réduire un peu la portion, mais d'augmenter tout ce qu'il y a autour, en fait, pour avoir un apport plus varié et où là, les choses se renforcent d'elles-mêmes. Tu vois, les légumineuses, malgré tout, c'est toujours mangé avec des céréales. Dans tous les pays traditionnels qui mangent beaucoup de lentilles, on prend en Inde, mais même en Asie, tu vois, le tofu, c'est toujours, même au Japon, enfin, mais même en Amérique du Sud, le maïs avec les haricots rouges, on mélange toujours, on mixe, enfin, on a toujours dans le plat une légumineuse avec une céréale parce que bah, c'est plus renforçant. D'un point de vue diététique moderne, ça fait des trucs qui sont intéressants aussi. Donc par rapport à, tu parlais de la glycémie, le congé par exemple, enfin un peu de féculents avec entouré de plein de légumes et des protéines adéquates, tout ça, la plupart du temps, la glycémie, il n'y a pas de sujet. Tu vois, le problème, il vient que quand il y a trop de doux d'un coup, bah là, oui, ça s'affole parce que ça va, c'est géré par ça en fait. Mais sinon, la plupart du temps, tu as construit quelque chose au niveau du bol alimentaire qui est très stable et qui sert à quelque chose, qui est fonctionnel, on va dire. Et dans le cas du congé, les gens me disent souvent, ça c'est la crainte principale, oui, mais ça cuit hyper longtemps et on sait que le riz qui cuit très longtemps augmente tu vois, l'indice glycémique. En vrai, ça, c'est pas je suis pas très forte à ça et ça m'intéresse. Je connais plus sans doute que plein d'autres gens, mais tu vois, je laisse ça aux diététiciens classiques et après, j'estime que si on se rencontre à un endroit, cet endroit, il est parfait pour la personne. Tu vois. Mais bon, ce que je dis quand même, c'est que un neuvième, tu vois, dans un bol, pas de bol là, mais si tu prends un bol de congé, tu as juste un neuvième de riz. Et normalement, sauf si tu es au fond du lit, tu mettras systématiquement, moi c'est ce que je préconise, quelque chose, une protéine en plus, enfin un œuf, du poulet, des champignons, c'est pas une protéine, mais avec soit des légumes si c'est mangé le midi, soit des oléagineux si c'est mangé le matin, des graines, des trucs qui croquent, enfin bref, c'est pas tout seul en fait. Donc c'est toujours cette histoire de dire ah oui mais les céréales, non, mais arrêtez d'imaginer une céréale comme quelque chose qui va se consommer seul. Il y a autre chose avec, c'est habillé quoi, je veux dire, c'est tu l'habilles ton plat. Et donc le congé c'est ça, et non seulement ça se mange pas tout seul, mais en plus la plupart de mes patients qui sont diabétiques, elles adorent le congé parce qu'il n'y a pas de problème avec en fait. Mais parce que le ratio, c'est 1 pour 9 aussi. Tu vois. Peut-être que s'ils avaient juste 1 pour 1, comme on fait dans une cuisson du riz classique, mais très longtemps, ce serait pas la même chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, c'est très bien, mais c'est Ok. parce que c'est tellement important et il y a cette notion aujourd'hui de protéines qui revient et on sait aujourd'hui qu'elle donne de l'énergie et ça tu en as parlé et c'est notamment sur des régimes où il y a pas de viande où ben on se rend compte qu'il y a un manque d'énergie de toute façon voilà du Mm, froid et bon, voilà mm, un manque d'énergie. Mais je trouve important pour les gens de comprendre en fait le rôle de la rate qui est central et que ce qui mm. nourrit la rate, ben, c'est la céréale en fait. Ah Donc, oui, bien sûr. et effectivement, il y a peut-être une notion qui est un peu zappée d'un point de vue occidental, c'est que on associe des choses avec. C'est-à-dire qu'on mange de la viande avec, et là, ou du riz ou un congé avec des légumes ou autre chose, et que souvent, comme voilà, en Occident, on se focalise, oui, mais là, il y a du riz. Oui, mais n'oublions pas qu'effectivement, il est accompagné d'autres Ouais, choses c'est ça.
et que ces autres choses viennent aussi euh, compenser, ramener un peu de chaud quand il faut, ou du froid, ou tempérer, ou etc. Et c'est cette chimie-là qui est un peu oubliée, je trouve, quand on parle d'un régime un peu à l'occidental, entre guillemets. Nous, on essaie peut-être de trouver un peu de chaud, un peu de froid, d'équilibrer, de mettre des différentes saveurs. Alors, on dit les cinq saveurs, les quatre natures, enfin bon, voilà. Mais voilà, ce qui est important, c'est d'avoir cet équilibre dans l'assiette pour que ça devienne efficace, quoi. Moi, j'ai pas mal de patientes qui font de la diététique moderne et qui adorent quand on parle diététique. Et j'adore parler diététique parce que avec elles, je me dis que ces personnes-là qui sont formées à ça et qui ont déjà cette notion de d'assimilation et puis surtout de capacité digestive, en fait, si tu commences, c'est très facile à comprendre le terme capacité digestive pour tout le monde. Euh, Il y a un dicton qui dit que la casserole ne chauffe pas, c'est la rate qui devra le faire, c'est l'organisme qui devra le faire. Et ça, tout le monde le comprend. Et en fait, le manger chaud, c'est un peu la base, hein, en diététique chinoise. En tout cas, alors, moi, il faut comprendre que j'ai un point de vue sur les choses qui est les gens vont pas bien, leur digestion va pas bien, ceux dont la digestion va bien, ils continuent. C'est parfait, tu vois ce que je veux dire? Mais manger chaud, manger cuit, c'est un peu les deux axes principaux en fait en diététique chinoise. Et puis alors déjà ça, il y a du travail. Parce que ça demande du temps de chauffer, ça demande de l'organisation. Donc moi, je suis une star de l'objection. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Donc j'ai une sorte de, j'ai un catalogue de réponses pour l'organisation, pour transporter du chaud, pour faire réchauffer, pour s'organiser, tout ça. J'adore. Ça, c'est un truc, c'est un peu mon dada aussi. Et donc, si tu fais comprendre ça à une diététicienne, elle est trop contente parce que d'un coup, elle se dit, ah, enfin, ce que je dis aux gens et que je vois bien que ça marche pas, ça va marcher. Juste ça, manger chaud, manger cuit. Tu vois, j'ai une patiente diététicienne, c'est le truc qu'elle a rajouté à tout et ça marche très bien. Alors oui, après, il y a cette histoire d'humidité aussi qui est quand même... c'est le seul point où là, on n'est pas OK, tu vois, sur les produits laitiers. C'est pas d'accord avec tout le monde, hein. Mais il y a des Quelles gens, sont voilà, pardon, des excuse-moi. petites choses simples, alors, recettes ou aliments à privilégier, par exemple, dans ce cadre-là, du coup, d'humidité? Qu'est-ce on a parlé des choses qu'il fallait éviter. La notion de cru et de froid aussi, on en a, Hmm. voilà, hein, qui est très importante à éviter. Qu'est-ce qu'on pourrait privilégier, du coup, là, dans ce cadre-là? Euh, Bon, déjà, tu vois, on parlait. Normalement, c'est pas bien de faire de l'éviction. Là, si, clairement, soyons réalistes, c'est de l'éviction pure. Pour l'instant, on retire ça pas plus de 2 fois par semaine. C'est la... c'est comme ça que je fonctionne. Déjà, ça change beaucoup, hein. Après, euh, moi, alors, les légumineuses, ça fait quand même clairement partie des produits et des aliments qui sont très efficaces pour dégager l'humidité. Ça le fait délicatement, ça, voilà, ça marche très très bien. Donc les légumineuses, ça va être tout ce qui est lentilles, lentilles corail, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs. Si l'humidité est plutôt fraîche, on évite le soja et les haricots mongo. Mais si c'est pas vraiment le cas, voilà. Mais en tout cas, il y a tout ça. Et donc c'est toutes ces formes-là après qu'on peut utiliser. Bon, le tempeh, c'est soja fermenté avec un ferment. C'est plutôt indonésien. C'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Légèrement grillé, c'est incroyable. La nature est un peu plus chaude que le tofu, parce que le tofu, pour le faire, pour faire cailler le lait de soja, donc en fait, pour faire du tofu, c'est super simple, hein. Tu as du soja jaune que tu fais tremper, que tu fais cuire après avec de l'eau, et après tu fais cailler avec un produit qui est plutôt nature froide. Donc le soja est déjà froid et tu rajoutes un ingrédient pour refroidir, enfin froid, qui fait ça. Et après, tu as ton tofu. Donc on évite un peu quand même. Mais sinon,
Les haricots, on peut faire du tofu, mais c'est pas du tofu, avec des lentilles corail, des haricots rouges, ou là tu rajoutes un peu d'agar-agar ou un peu de gélatine, mais bon, c'est jamais le bon endroit, mais un peu d'agar-agar pour que ça gélifie, puis après c'est pareil, tu refais griller, tu peux les rajouter. Mais tu peux, tu vois, les minestrone, les sauces de minestrone, tu as toujours des haricots blancs ou des haricots rouges ou des fagioli, tout ça, enfin tous les haricots qu'on connaît. Les pois chiches, tu peux les faire sous forme de houmous. Tu peux les faire sauter, intégrer dans une soupe aussi, si c'est une soupe un peu avec un curry. Tu peux les inclure dans des currys avec des légumes. Tu dis houmous, donc toutes les tartinades qui peuvent aller avec ça. Mais aujourd'hui, on trouve de la farine de pois chiches. Tout ce qui est soca, par exemple, c'est une recette traditionnelle niçoise. Mais tu as aussi, il y a un autre endroit. Ah, où est-ce que c'était? J'ai oublié. C'était une recette à base de farine de pois chiches aussi. Mais on peut faire des gaufres avec. Il suffit toujours de rajouter quand même un peu Moi, j'aime bien rajouter toujours un peu de céréales. Donc, je fais rajouter de la fécule de maïs ou un peu de farine de riz si on veut, ou un peu de farine pour avoir cette notion pour compléter. Et puis après, tu as la farine de lentilles corail, la farine de lentilles vertes, tout ça. Donc tout ça, ça peut être consommé sous plein de formes différentes. Crêpes, pancakes, gaufres, soupe, tartinade. Donc en fait, les légumineuses, c'est un peu les championnes hein, de l'alimentation qu'on connaît. Moi, j'utilise après beaucoup les larmes de Job, Hygiène, Coix Semen ou Coix Lacrima. C'est souvent écrit sur les paquets dans les magasins Lacrima, Coix Lacrima, euh, qu'on appelle aussi l'orge chinoise. Donc, c'est pas de l'orge, c'est pas la même plante. C'est une plante qui était cultivée au Moyen Âge en France, en fait. On en a eu, sauf que nous, on la consommait pas. On faisait des chapelets avec. Donc là, il y a plusieurs agriculteurs qui sont un peu versés di- euh, euh, pharma ou diététique chinoise qui commencent à en produire et qui font des tentatives en ce moment pour en produire en bio. Donc j'espère que d'ici quelques années, on aura des larmes de Job bio françaises. Ce serait vraiment le top. Non, mais ça, j'ai hâte de voir ce jour quand même. Ah oui, parce que là, c'est Et un peu un produit phare. bah, je trouve, alors honnêtement, moi, je trouve que c'est le produit phare anti-humidité. Mais il a un énorme problème, euh, c'est qu'il est froid. Il est frais. Donc moi, systématiquement, ben, soit je le fais griller, et on l'incorpore grillé dans des tisanes avec du gingembre, grillé avec du gingembre. Soit grillé, puis on l'incorpore dans un congé avec un gruau, avec du riz gluant, parce que ça, tu as ce côté nappant, un peu onctueux qui est intéressant. Mais en plus, le riz gluant, c'est la seule céréale, enfin, c'est la céréale qui est la plus réchauffante. Alors, c'est pas de la cannelle, tu vois, c'est pas réchauffant à ce stade-là, mais la plupart des céréales sont neutres d'une manière générale. Sauf le sarrasin, le millet, l'orge, les larmes de Job qui sont fraîches. Donc là, on peut éviter. Mais tu vois, par exemple, le maïs a des vertus aussi un peu anti-humidité. La barbe de maïs, s'il y en a qui ont des champs bio à côté, la barbe de maïs, c'est le truc qu'on trouve au bout là. Ça, c'est dans les herboristeries françaises, on en trouve facilement. Hein. Enfin, moi, j'en ai toujours vu chez moi, quoi. Euh, Donc, mais les larmes de Job, c'est vraiment très, très efficace. Même, on me dit souvent, oui, mais l'orge chinoise. Alors déjà, l'orge chinoise, je trouve pas que ça fasse autant d'effet sur l'humidité. Et puis, en plus, il y a du gluten. Alors moi, perso, je m'en fiche du gluten, parce que je trouve que ça a un intérêt. Mais il y a des personnes qui sont strictement allergiques. Et en tout cas, leur faiblesse digestive s'exprime plus en présence du gluten. Euh, donc, on évite. Et les larmes de Job n'en ont pas. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, après, ça peut tout à fait se faire cuire classiquement comme du riz. On fait tremper, on fait cuire. Idéalement, c'est un peu long à cuire. Ça, c'est pas du riz. Donc c'est 20 minutes si tu as fait tremper longtemps, ou dans une cocotte un peu minute, mais pression douce. Donc ça va plus vite. Ou ça fait 40 minutes sinon dans un faitout classique en fait à couvert et tout. Et beaucoup de gingembre dans l'eau de cuisson, beaucoup, beaucoup. Et si il y a une urgence, parce que toi, ça arrive, moi, ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup à titre personnel. Si je me fais un week-end de fou, et puis maintenant, je m'en fiche si ça déborde. J'ai une super alimentation. Très souvent, je dérape et j'ai zéro problème avec ça parce que quoi qu'il se passe, vu que ma base, elle est assurée,
Si je veux faire ça pendant une semaine, je fais ça. Alors, je vais galérer une semaine, c'est un peu long, tu vois, mais si je fais un week-end ultra festif, je ne vais pas me prendre la tête. Vraiment, je vais profiter, et je ne vais pas réfléchir. Mais quand même, après, je vais récupérer. Et je trouve que ça, c'est un bon. Les larmes de Job, tu les fais cuire et tu bois l'eau, la décoction, le jus de cuisson. Déjà, c'est ultra efficace. Tu as vite une sensation de légèreté, même psychique, et d'être moins gonflé de partout. Et après, on les utilise comme accompagnement, comme une céréale en fait. À la place du riz, dans une soupe de minestrone par exemple, tu peux tout à fait associer ça à la place des pâtes ou à la place du riz. Et c'est assez copain avec le azuki, qu'on connaît bien maintenant. C'est plutôt, bah, le azuki c'est le nom chinois, japonais. Ce xiaodu c'est le nom chinois, mais on va dire azuki, le petit haricot enfin, léosophi- je ne sais plus le nom en latin, mais on le trouve dans tous les magasins bio aussi. On le trouve sous forme de flocons, mais quand il est pré-cuit, c'est pareil, il faut que ça reste longtemps dans l'eau. Et après, c'est assez cuit, ça demande, bah, comme une légumineuse, hein, c'est un peu long. Et si tu peux mélanger les deux après dans une soupe, tu mets un bouillon, des azuki, des larmes de Job, euh, des légumes qui t'arrangent, une protéine qui t'arrange, tu as une soupe complète et qui va aider à dégager l'humidité. Donc ça, c'est top. C'est un plat qui est vraiment très facile à faire, mais tu peux aussi les mettre larmes de Job et azuki dans le congé. Ça marche aussi très bien. C'est classique, ça, hein. Ça, c'est vraiment le duo classique. On le fait autant en gruau qu'en soupe. Hum, Donc la pâte de hanko, si on fait pour les desserts japonais, si on met pas trop de sucre, normalement, c'est vachement bien. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire en pâte à tartiner, les azuki, avec des pruneaux. On a ce côté un peu adoucissant, sucrant. Le pruneau, ça a une tendance à faire circuler l'énergie, donc ce qui est cool. Et en plus, tu vois, souvent dans les... Alors, c'est pas tout le temps parce que les gens peuvent avoir des selles molles plutôt quand il y a une déficience de rate, mais il y a aussi l'inverse, des gens qui ont des constipations un peu chroniques qui peuvent être liées aussi à la déficience de rate et à l'humidité. Bon, bah, dans ce cas-là, tu mets les deux. C'est comme une pâte à tartiner, quoi, sauf qu'elle est comme comme une tartinade, mais sucrée, et c'est vachement bien. Tu mets ça sur du pain, petit épeautre, pain de maïs. On a un bon ingrédient. Donc, je crois que depuis le début, je t'ai dit quoi? Azuki, larme de Job. Alors, toutes les légumineuses, azuki, larme de Job en soupe type minestrone, azuki, larme de Job en congé, larme de Job gingembre, larme de Job tout seul, et patates à tartiner. Déjà, avec ça, ça fait quand même du monde. Oui, c'est surtout parce que souvent les légumineuses, bon, bah, elles sont vues comme, voilà, tiens, on les ajoute avec une céréale et basta. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses quand on recherche un peu au niveau des recettes et de varier, en fait, l'apparence, d'en faire effectivement des wraps ou des choses comme ça à partir de lentilles de corail, par exemple. C'est très bon Ah, et mais on peut oui, c'est varier les super. Ça, plaisirs c'est une super idée, ça. avec un même aliment. Mais c'est vrai qu'après, ça demande. Alors, c'est vrai que c'est peut-être notre rôle de donner des recettes, parce Complètement. que les gens, on va pas en plus leur demander d'aller se débrouiller et d'aller chercher sur Google, même s'il y a tout ce qu'on veut, quasiment. Mais c'est vrai que ça demande de l'énergie aussi de trouver des idées. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que les gens arrivent déjà épuisés. Donc, si tu n'arrives pas avec au moins des idées recettes pour le premier mois ou la première semaine, ou si tu n'impulses pas déjà une bonne direction, on sait que les gens, si tu leur donnes pas les choses tout de suite, ils vont pas, ça va être difficile à mettre en œuvre. Mais pas parce que ils n'ont pas de motivation, juste pour la raison qu'on disait tout à l'heure. Ils sont déjà tellement fatigués que rien que passer de l'aspirateur, c'est compliqué. Alors, mettre en place des nouvelles choses, c'est compliqué. Donc, effectivement, si nous, on arrive avec déjà des options, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai un blog, j'écris autant de recettes et que je partage autant. C'est pour donner des idées parce qu'en fait, il y en a plein. Et une fois après que les gens vont mieux, qu'ils ont plus d'énergie et que ça fait un peu le tour, la plupart du temps, c'est eux qui me donnent des idées, hein. Ah ouais, en fait, on a fait ça comme ça et ça marche super bien et les enfants ont aimé. Enfin bref, après, c'est top, quoi. Les échanges deviennent géniaux. Mais par rapport à ça, attends, j'ai eu une idée. Ouais, il y a un truc qui peut marcher, moi, je trouve, tu sais, on cherche toujours l'inspiration. Ah, j'ai pas de motivation, j'ai pas d'inspiration. Partons déjà d'un truc très basique de quoi on a besoin.
Je pense que quand on est un peu paumé sur je sais pas quoi faire, ok, de quoi tu as besoin? Là, on imagine quelqu'un qui a une faiblesse de la rate avec un gros, enfin, vide de yang général et vide de chi, d'accord? Donc déjà, il faut que ça, des choses qui réchauffent, donc une nature tiède à chaude, c'est bien. Vide de chi, donc il faut quand même qu'il y ait des choses qui renforcent, qui tonifient l'énergie. Bon, globalement, tout ce qu'on mange tonifie l'énergie. Surtout les céréales, on est d'accord, c'est un peu plus leur job, et les produits animaux. Mais et après, si on veut des choses qui dégagent l'humidité, bon, voilà, moi je fournis des listes de tableaux et les gens après ils font des tirs croisés. Mais si on a besoin de ça, et tu te dis, ok, là dans ce qu'il me faut, il y a tout ça, 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 ça comme ingrédient, ah ben, je vais partir de celui-ci parce que c'est la saison, que j'aime ça et que j'en ai dans mon frigo. Et après, en fait, les gens déroulent. Bon, bah ça, il me faut un truc en plus, avec quoi, et hop, boum, tu vois, donc c'est d'un apprentissage finalement assez scolaire, je dirais ou en tout cas pas émotionnel, qu'on arrive à gérer de l'émotionnel, de l'envie en fait, et une anticipation cool à se dire, ça va être bon ça. Parce que c'est quand même vachement mieux de manger des choses qui nous font plaisir. Je dirais que c'est presque plus facile les gens qui s'en foutent royalement de la nourriture, parce que bah, tu leur dis ils vont faire, et puis ça va le faire, ouais, pas de souci. Mais c'est peu tristoun, tu vois, c'est bien aussi quand les gens aiment bien. Moi, les gens qui adorent manger, c'est génial, en fait. Les gens qui aiment cuisiner surtout, parce que manger, il y a plus de gens qui aiment manger que de gens qui aiment cuisiner. Et souvent, tu vois, on parlait des émotions. Bah là, maintenant, je peux te répondre. C'est les émotions interviennent énormément dans l'idée qu'on se fait de soi. Et l'idée qu'on se fait, de soi en termes de volume, on va dire, de poids, et de comportement alimentaire, et de capacité. Les gens, ils arrivent et disent, bon, bah, non, mais moi, je sais pas cuisiner. Ok, ben, on va apprendre, on va le faire. Enfin, je vais vous apprendre, il n'y a pas de souci. On repart d'un truc, tu vois. Mais il faut déconstruire. Ah non, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Non, il y a bien un jour où ça a commencé. Donc là, tu déconstruis aussi. Et souvent, moi, j'adore, je travaille avec une psy euh, où j'invite les gens, quand je les vois en visio, à travailler avec des praticiens dont c'est le métier, la psyché, parce que souvent, il y a un truc émotionnel qui a basculé et les gens ont changé de mode. S'il y a un truc qui a provoqué, c'est bien d'aller bosser dessus. On va pas trouver des horreurs. Enfin, si, des fois, il y a des horreurs, c'est clair. C'est malheureux, mais ça arrive. Et donc, bah ouais, mais il faut quand même, c'est intéressant de déconstruire. Mais nous, on arrive aussi avec toute notre aide pour donner de l'énergie pour que les gens aillent déconstruire et aillent euh, re- euh, remettre en lumière des histoires du passé qui peuvent être extrêmement traumatisantes. Sans énergie, pas de transformation. Et moi, je déconseille fortement d'ailleurs de le faire au début. Tu vois, si je suis des gens sur quelques mois ou des années, ben, non, pour l'instant, non, en fait. Vous irez fouiller après. Pour l'instant, on a besoin d'énergie. Parce que sinon, ça peut être délétère, tu vois. Une émotion, c'est de l'énergie. Donc, si on force trop les émotions à se lever, des fois, on chope de l'énergie d'endroits qui étaient plus importants. Le cœur, par exemple. Vaut mieux laisser l'énergie. S'il n'y en a pas beaucoup, vaut mieux la laisser au cœur, en fait. Donc il y a l'idée qu'on se fait, l'idée de dans ma famille, on a toujours été comme ça et on fait comme ça. Donc là, tu vois, tu déconstruis le mode, c'est pas héréditaire la manière de cuisiner. En revanche, c'est éducatif. Si tu as toujours vu ta maman mettre la moitié d'une bloc de beurre avec en plus un verre d'huile juste pour faire cuire de la viande ou des carottes, bah, c'est sûr que là, on va devoir discuter, quoi. Et tu vois, là, après, c'est intéressant. Donc, moi, je suis passionnée de cuisine, forcément, mais pas toutes les cuisines, mais par exemple, euh, c'est bien, je trouve, d'avoir une culture un peu culinaire parce que c'est plus facile d'orienter les gens. Tu vois ce qu'ils aiment et ce qu'ils sont prêts à lâcher ou pas, et puis qu'est-ce que tu peux proposer à la place. Je ne peux pas juste être dans on fait plus ça. Ok, mais on fait comment alors? On fait quoi? Voilà, par exemple, le cas des carottes, bon, bah, on les fait sauter à l'huile. L'huile d'olive. Et tu vois, si les gens ont une appétence pour la cuisine italienne, il y en a plein des trucs super dans la cuisine italienne. Bah, nous, forcément, on a plutôt un versant asiatique. Donc, c'est facile pour moi de donner des conseils plutôt asiatisants, mais c'est pas nécessaire. On peut faire de la diététique chinoise en mangeant tout à fait français tout le temps, en fait. Et bon, sauf, c'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait des larmes de Job qui arrivent en France, quoi. Mm. Et après, aussi, l'autre déconstruction émotionnelle, c'est
Je mange de la salade parce que c'est bon pour moi. Je prends cette air-là un peu bêta parce que c'est vraiment la salade, c'est un marketing de ouf, quoi. C'est, je sais pas qui a lancé le marketing de la salade, mais c'est un génie, quoi. Là, la salade, ça va me faire maigrir. Ah bah non. Ah, les gens tombent de haut parce que ils ont l'impression de faire leur super bonne action en mangeant de la salade et des crudités à chaque repas. Enfin, les crudités, tu vois, c'est le marketing, on sait d'où il vient. Il vient du mouvement hygiéniste plutôt américain, je crois. C'est parti de là, hein, sur crudivore, tout ça, et un retour à l'essentiel et tout. Oui, je pense qu'avant le feu, tout le monde mangeait des crudités. Je suis pas sûre que Néandertal était en super santé, quoi. Je pense que l'espérance de vie de nos ancêtres, avant qu'ils se mettent à cuisiner, était pas forcément la meilleure. Je dis pas qu'ils n'étaient pas monstres forts et je crois pas que c'était Il y en avait de la pleine protéine. santé. Ouais, ouais, enfin tu vois, si tu la cuis pas, c'est compliqué quoi. Ah, ça doit être. Si Il n'y en a pas plus assez de ça. t'as pas des couteaux pour hacher et manger tartare. Alors je pense que les systèmes n'étaient pas les mêmes, mais la longévité et le confort, moi je serais curieuse, on peut pas faire d'études vraiment, enfin si sans doute qu'il y en a, mais sur les rhumatismes à l'âge de guerre, à l'âge de, tu vois, au néolithique, je serais curieuse de voir. Je suis pas sûre que c'était génial, génial quoi. Mais alors oui, il courait après des bisons et tout, bien sûr. Je pense que la puissance corporelle n'était pas la même. On court plus après un bison depuis longtemps. Voilà, tout ça pour dire que je pense que le côté hygiéniste a fait du bien. En fait, tout fait du bien. Moi, alors, ça, c'est un truc que j'adore dans notre métier, c'est le côté yin-yang relatif. Tu vois, c'est la loi de la relativité. Et ben, c'est la même chose en diététique. Quand on me demande, ah ouais, mais ça, c'est bon ou pas? Bah, ça dépend. On parle de quoi? Et quel est le référent? Et par rapport à quoi, en fait? Donc, tu vois, le coût des crudités, l'apport du cru d'un point de vue hygiéniste, il arrive après quoi? Qu'est-ce que ça a résolu comme problème qui était très important à l'époque? Pareil, le mouvement végétarien, en France, c'est plutôt les années 80-90, je pense. Mhm. Enfin, avant. Mais il arrive après quoi? Il arrive après Alors, et ça dépend dans quel milieu. Moi, j'adore hein, la sociologie de la diététique, je suis fan absolue parce qu'on comprend vachement plus de choses quand on comprend l'histoire et comment fonctionnait la société. Faut quand même, tu vois, dans la révolution industrielle, on va dire, début du 19e ou fin 18e, il y avait quand même deux parties de la population qui mangeaient pas du tout la même chose, quoi. Des bourgeois et avec des gens qui avaient beaucoup les moyens, qui mangeaient grave de viande, mais grasse. Et puis alors les légumes, bof, c'était pas trop à la mode. Je cherche un livre. Ouais, j'ai un vieux livre de cuisine. La cuisine française classique, elle date de cette époque-là, en fait, où tu mets gavé de beurre, t'arroses tout de beurre, de crème, de sauce pour donner du goût, parce que c'est onctueux et tout. Mais ça, c'est une cuisine bourgeoise. Les gens, ils étaient pétés de gouttes. Ils n'étaient pas en bonne santé. Le cholestérol, je pense que c'est arrivé à cette époque-là, en fait, où le diabète, le cholestérol, surtout ces maladies, tu vois, qui sont un peu, enfin, peut-être pas le diabète, mais tu vois, qui sont un peu lourdes, un peu grasses. Là, tu parlais du gras et de l'humidité. Oui, mais alors là, on n'est plus sur l'humidité légère qui te fait gonfler et tout, hein. Là, c'est tu colles, quoi. Et là, on était, à mon avis, plutôt sur des chaleurs, humidités. L'alcool, les gens bougeaient pas des masses et tout. Et de l'autre côté, tu avais les paysans, milieu rural, on va dire, qui était moins aisé, où là, ils mangeaient énormément de légumes, des féculents, un petit peu de viande régulièrement. Moi, je rêve du monde où j'aurais plus à dire, moi, je suis une ancienne végétarienne. Qu'imagine le gap que j'ai dû franchir pour m'y remettre et pour dire la plupart du temps à des patients épuisés, remangez, remettez de la viande. Ça m'arrange pas du tout. Pas du tout, du tout. Sur le principe, je trouve que c'est chiant, quoi. Je préférais que non. Mais en même temps, on n'y est plus à tu vois, ce modèle, le modèle classique, diététique pur, traditionnel chinois, c'est 10% de produits animaux, 70% de céréales, 30%, non, un peu moins, donc 60, 61.
30% de légumes, un peu de Et ces viande, un trente pour peu de cent fruits. Tu vois, et le reste, c'est ça. Donc, une grosse base de céréales. Mais parce que c'était des gens qui étaient dans les champs la plupart du temps, qui avaient besoin. Les céréales, les gens pensent que c'est fait pour les gens en statique. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça génère énormément d'énergie. Une céréale, pour des gens qui font du sport, c'est parfait. Je veux dire, bien sûr, il faut continuer, il faut arrêter. Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais la place de la céréale. Ça dépend encore une fois du mode de vie. Sédentaires, on limite. Alors, c'est vrai que moi, je m'adresse plus à des sédentaires d'une manière générale. Mais les gladiateurs, je crois qu'ils mangeaient beaucoup de céréales quand même. Beaucoup d'oignons, beaucoup de céréales, d'ail aussi. Et les paysans, les agriculteurs ou les gens qui font grave d'exercice physique dehors en plus, en ont besoin. Et donc ce modèle-là, en fait, un peu pays rural, bah, il a disparu quand même. Pourtant, il était sans doute plein de bon sens. Il y a énormément de bouillon, des choses qui étaient mijotées longtemps, donc très peu consommatrices d'énergie, mais qui en donnaient beaucoup, parce que plus c'est mijoté, plus ça apporte de l'énergie, parce que ça demandera moins d'efforts digestifs pour fabriquer l'énergie du sang, là où le cru, c'est complètement l'enfer. Donc voilà, il y a eu tout ça, ces deux modèles-là, et en fait, l'hygiénisme crudivoriste, tout ça, arrive après ça, mais ça adressait moins au milieu que aux bourgeois, en gros, tu vois. C'était la suite, ça vient s'opposer à ça. Et là, bien sûr que c'est fantastique. Là, ces gens-là qui étaient collés, plein de, tu vois, qui allaient pas bien, avec des maladies cardiovasculaires de tous les côtés, ils mangeaient plus de crudité, bien sûr que ça allait aller mieux. Tu vois, mais de quoi on parle en face? Donc aujourd'hui, là, c'est pareil. Je pense que, je sais pas si tu suis un peu la mode du full protéine aux États-Unis. Non, mais arrêtez, quoi. Là, tu vois la tête des mecs, c'est retour en arrière. Arrêtez. Tu vois, moi, je suis bretonne. Donc, je n'éradiquerai jamais le beurre de mon alimentation, mais pas cuit pour des carottes, quoi. Je vois ni de la viande, je vois pas l'idée. Mais carrément, dans cette mouvance-là, on voit des femmes manger. La dernière fois, j'avais vu. J'ai- Elle mangeait une plaquette de beurre en snack. Tu l'as vu ça? Plaquette de beurre en snack dans l'avion. Oh, c'est mon lunch, c'est mon snack dans l'avion. Alors elle, ça lui fait vachement du bien parce que je pense que c'est une femme qui a une tendance à plutôt au vide de yin, je pense, au vide de sang. Mais son mari qui fait ça, il n'a pas du tout la même tête et ça rend pas du tout le même effet en fait. Donc ça me fait mourir de rire. Mais bon, j'irai pas quand même, j'oserais pas la plaquette de beurre. Mais tu Non, vois, mais c'est surtout, c'est aller dans des excès. C'est Ouais, ça la problématique, c'est qu'on chope ouais, un ça me truc fout. Ouais. et on y va à fond dedans parce que ben, ça fait parler et il y a toujours cette problématique de, ouais, ok, peut-être que pour toi ça marche, mais que pour une autre personne, ça va pas du tout être Hmm. adapté. Donc, c'est là où il y a danger, en fait, de ces Oui, extrêmes-là. ça se rebalancera. Mais tu vois, tu dis ça, et je suis totalement d'accord avec toi. Et en même temps, moi-même, je suis extrémiste dans mon propos. Je zappe les produits frais et froids pour la plupart des gens qui sont fatigués et qui ont de l'humidité froide. Et Alors après, au bout d'un moment, on s'en fout. Les gens sont remontés. Je veux dire, c'est pas toute la vie. Une fois que le yang est revenu et que la rate va bien, on se prend plus la tête avec ça. Mais dans un premier temps, je suis obligée. Et c'est pour ça que j'ai un discours, moi, un peu sur les réseaux où je suis full congé et full on réchauffe. Mais Il y a parce des que je suis saisons. obligée. Il y a des saisons aussi. Ouais, mais tu vois, là, il y a des saisons, mais il y a des saisons intérieures. En plein été, c'est quand même pas. Et encore, les gens... si c'était que une histoire de saison, personne n'aurait de problème de peau en été. L'humidité, ce serait pas un sujet. Or, c'est pas le cas, parce que d'un coup, de la saison, tout le monde mange de la salade, des tomates crues. Ah ouais, non, mais c'est la saison. Ah oui, mais vous, en fait, vous, comment vous les digérez, ça? Bah oui, mais quand même. Ah bah non, en fait. Il n'y a pas de bah oui, mais quand même. Enfin, un peu, faut négocier. Mais tu vois, c'est pour ça que moi j'ai un discours qui est comme ça, parce que je suis en face de gens qui ont tous un vitaliseur de Marion, qui mangent tous à la vapeur, qui mangent tous plutôt des crudités, et qui tout ça, tout ça. Je veux pas péter non plus le business du vitaliseur, mais Bah, encore une fois, pas en excès. Toujours pareil. ouais, c'est ça. C'est Un bon ça. produit, mais qui mérite toujours des nuances. Exactement. La nuance, c'est fondamental. Mais oublie, des fois, tu n'y arrives pas. Si tu es trop nuancé quand il y a une grosse problématique, ça bouge pas.
Tu vois, il y a un peu l'effet bulldozer. Ouais, Au mais je trouve début. il y a le côté pédagogique qui est important. Et Ah, que mais ça, c'est ouais, toi, essentiel. Oui. tu es prof aussi, tu es formatrice, donc tu transmets, donc tu as l'habitude de la pédagogie. Moi, c'est pareil, je forme, etc. Donc, c'est vrai qu'avec les personnes qui viennent nous voir, il y a une explication et une justification à chaque fois de Ouais, tout le temps. pourquoi on arrête Ouais. pendant un temps les produits laitiers ou toutes ces choses-là. Donc, et là, c'est compris. C'est pas forcément mis en place parce que c'est pas forcément facile, mais en tout Ah, cas, il mais y a t'as une une graine. compréhension Mm. et il y a une compréhension, en fait, la compréhension on parlait de l'émotionnel, et je trouve que dans la perte de poids, quand tu fais quelque chose parce que tu as compris pourquoi tu le faisais, ça aide quand même, même si Mm. c'était quelque chose qui était addict un peu. Mais le fait de comprendre permet quand même de mettre en place des choses plus facilement. Bah, ça permet de choisir, en fait. Tu subis moins, en fait, les choses. Mais oui, oui, la compréhension, je pense que nous, il faut qu'on éduque, quoi. Ça, c'est sûr. À notre niveau, avec les patients, avec des groupes. Avec un podcast, tu vois, c'est exactement ça aussi. C'est éduquer, transmettre, faire comprendre. C'est pas très compliqué, hein, tout ça. Moi, je pense quand même que c'est Laurent Rocha qui avait dit ça un jour. Il dit, tu sais, je trouve quand même que dans l'énergétique chinoise, c'est soit t'en connais pas beaucoup et tu restes dans le bon sens. Si tu commences à trifouiller, il faut vraiment aller et comprendre loin. Tu vois, je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est que je trouve qu'on fait beaucoup de raccourcis avec la- l'énergétique chinoise. Mais que si on reste sur la notion de bon sens, logiquement, ça se passe pas trop mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il y a des manières d'expliquer correctement la diététique et l'énergétique et les points d'acu. Tu vois, il y a plein de collègues qui font ça super bien aujourd'hui, enfin, pour rendre ça accessible. Mais c'est vrai qu'il faut que les gens se plongent un tout petit peu dedans, quoi. Mais ça, il y a de plus en plus de personnes que ça intéresse vraiment, en fait. Mm. L'importance du petit déjeuner dans la gestion du poids, Ah, elle est tu accordes fondamentale. une importance, parce qu'évidemment, il y a différentes écoles, jeûne Ah, intermittent ah, et putain, oui. compagnie. On va pas Oh rentrer là dans là, oh mon Dieu. on va pas forcément rentrer dans les débats. Euh, qu'est-ce qui est parce que bon, les deux autres repas, je pense que voilà, on peut facilement les réguler par rapport à tout ce qu'on a dit jusque-là. Mm. L'importance du petit déjeuner par rapport à si on veut gérer son poids, ne pas grossir, voire maigrir. Est-ce que tu peux donner quelques conseils? Ouais. Euh, déjà, ça dépend. Bon, moi, je vais donner juste les résultats d'une étude. Alors, moi, j'utilise pas la diététique moderne, mais j'utilise quand ça m'arrange. Pour faire comprendre, tu vois, par exemple, pour l'apport en produits animaux, je fais avec les gens les calculs de protéines pour qu'ils comprennent à quel point, non, bah non, ils sont pas en excès, non. Et que là, ils sont vraiment en carence, quoi. Parce que ça, il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Et il y a un autre truc que j'avais trouvé vachement intéressant, c'est une étude sur deux groupes. C'est une étude sur le petit déjeuner, en fait. Et justement sur l'impact sur la perte de poids. Deux groupes. Un premier groupe, ils avaient un gros petit déjeuner et après un truc décroissant. Tu vois, il y a un dicton qui dit manger comme un roi, après comme un prince, après. Non, Un mendiant, si. Roi, prince, quoi? mendiant et Un mendiant. mendiant, voilà. Je suis pas sûre que ce soit vraiment de la diététique chinoise pure, je suis pas sûre, hein. Mais en tout cas, je trouve ça très pertinent. Euh, Moi, je suis d'accord avec ça, globalement, pour plein de raisons. Et c'est des raisons qui se distillent, je trouve que l'intérêt se distille tout au fond de la journée, tout au long de la journée et de la nuit, en fait, ça se répercute la nuit aussi. Et donc, ce groupe-là avait suivi cette répartition-là, plus le matin, un peu moins le midi et encore un peu moins le soir. Et un autre groupe qui avait fait juste deux repas, midi et soir. Et ben, le premier a perdu du poids, le deuxième, non. Ils ont mangé la même chose, répartie différemment. Et je sais qu'effectivement, il y a plusieurs écoles et que même maintenant, j'entends des collègues en parler de zapper le petit-déj et de faire d'autres trucs à la place. Moi, je suis farouchement contre.
C'est juste. Par contre, parce qu'en fait, ça augmente le fait que les gens mangent plus le soir, la plupart du temps. Et pour moi, c'est un peu. Tu vois, j'aime bien qu'on soit hyper sincère avec le fond de ce qui nous a. On fait tous des petites négoces, tu vois. On négocie toujours avec soi-même. Mais si on est sincère, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ces actions-là? La plupart du temps, les gens qui petit déjeunent pas, le régime intermittent, super, ils sont tombés dedans trop facile. La plupart que ça a bien arrangé, c'était des gens qui mangeaient beaucoup le soir, tard et beaucoup plus consistant pour tout un tas de raisons. De travail, familial, et puis parce que le soir, ils dépriment et qu'ils ont envie de se la coller un peu plus à table, et que voilà, ça les arrange. Donc le régime intermittent, bah, ça répond à ce rythme-là. Mais en vrai, moi, j'estime que le soir, c'est pas fait pour ça, en fait. Et puis, je pense que j'ai pas estimé, tu vois, c'est de la biologie. Classiquement, le soir, les fonctions corporelles, elles décroissent. Là, j'invente rien, en fait. On est tous d'accord. La digestion est une fonction corporelle. On digère moins bien le soir. Donc, idéalement, en fait, si on était tous un peu calés sur quelque chose qui nous fait fondamentalement du bien, on ferait tous une sorte de d'intermittent, de jeûne. D'ailleurs, c'est le petit déjeuner. Si on était vraiment calé, on mangerait tôt le soir à 18h, 18h30, tout le monde a faim en fait. Tu vois, on mangerait ce qu'il faut. Là, tu peux manger un peu plus consistant, c'est pas gênant, c'est assez tôt. Donc, tu as encore le temps de digérer et de fabriquer quelque chose, du sang, de l'énergie, tout ça. Et puis le lendemain matin, tu déjeunes, t'as faim, du coup, vu que tu as mangé tôt. Si t'as pas trop mangé, tu as encore plus faim. Après, si on fait ça et qu'on n'a toujours pas faim, c'est qu'il y a d'autres problématiques. Et là, c'est plus de l'organisation et de l'équilibre alimentaire. C'est faut gérer. Il se peut qu'il y ait de l'humidité qui gêne l'estomac. Il se peut qu'il y ait une telle tension psychique que le foie, il serre l'estomac comme ça et que l'estomac, bah, il n'a pas de place, donc il n'a pas faim. Voilà. Mais en dehors de souvent ces deux cas de figure, il y en a d'autres aussi. Mais là, on a faim. D'accord? Et si tu as faim, bah, du coup, top. Tu peux manger plus consistant. Et là, vu que tu as plus d'énergie dans la matinée, quand même, tu digères mieux et donc là, tu fabriques plus. Le but étant quand même d'être sur une fenêtre où le corps va fabriquer de l'énergie et du sang. Je suis toujours, j'ai dû le dire 30 fois depuis tout à l'heure, mais c'est un peu le cœur de la nourriture, quoi. Et dans ce cas-là, tu en fais quelque chose et après, tu décroît parce que ben, c'est comme l'âge, quoi. Petit à petit, l'énergie, elle décroît. Donc voilà, pour moi, c'est fondamental. Alors quoi? Parce que tu m'as demandé quoi? On n'est pas obligé de manger un gruau. C'est pas une obligation. Moi, j'adore ça. En plus, j'en fais la pub tout le temps, donc bah, voilà, je suis un peu là-dessus. Mais moi, j'aime ça parce que je trouve que ça stabilise et ça permet à la rate de digérer, de fabriquer vite de l'énergie. Et puis, moi, je suis une hyperactive qui a un agenda un peu full comme ça, donc j'ai besoin d'espace aussi. Tu vois, si mon corps, ma psyché, et tout est en train de digérer tout le temps, ça va, je vais le faire, mais ce sera moins confort. Je me sentirai moins vive d'esprit, en fait. Alors que, tu vois, avec un gruau, j'aime beaucoup ça parce que ça laisse de l'espace. Et puis, quand même, j'ai faim après, à midi. Moi, j'adore. Bon, arriver à table en ayant faim, je trouve que c'est un sentiment, et je kiffe. J'adore. Mais si, par exemple, j'ai des choses à faire qui me demandent plus d'efforts physiques, si je vais au ski, si je fais de la plongée, enfin quoi que même si je fais de la plongée, je rajoute peut-être un œuf ou pas, mais en temps normal, je pourrais rajouter, j'irais plutôt sur du pain, un bon pain au levain, un petit épeautre, et je ferais griller, mettrais du beurre avec un œuf. Toujours, moi j'essaie de manger des œufs le matin. Et m'est arrivé quand j'avais des stages très physiques de mettre des sardines. Mais ça peut être du jambon, ça peut être de la truite saumonée ou une tartinade. Il y a des gens qui font du houmous aussi. C'est-à-dire que le gruau, ça répond pour moi très bien au tableau déficience du Chilarat. Mais si on l'a pas obligé de se prendre la tête. Tu vois, on peut très bien manger pain gris, ça va bien. Après, l'été aussi, j'aime bien changer. Je fais du granola, une sorte de crunchy. Ça marche très bien. Alors moi, je suis une psychopathe. Bien sûr, je fais réchauffer tout. Tu vois, je vais mettre dans un yaourt d'amande ou même de soja s'il n'y a pas de froid, tout ça, mais je vais le faire réchauffer. Un peu à la cousmine, tu vois, la crème Budwig, je sais pas si tu vois. Oui. Normalement, c'est du yaourt ou du fromage blanc avec du citron, de l'huile.
touillé et tu rajoutes des flocons froids, crus, avec des fruits crus et voilà. Et moi, j'ai tout transformé. Bon, ça allait très bien dans les gens qui étaient dans les champs. Moi, j'ai tout transformé et à la place, je mets un yaourt que je réchauffe avec de l'huile, un peu du citron, effectivement, ça fait un truc qui est chouette. Mais yaourt pas, je mets plutôt des préparations végétales, on va dire, ou ça peut être de la purée aussi, de pommes ou de. Si jamais ça passe, tu vois, ça passe pas pour tout le monde non plus. Et je fais un granola avec flocons d'avoine, beaucoup de cannelle, des amandes, des baies de goji si je veux, faire des raisins secs, des trucs assez classiques, hein, des noix et tout. Et puis, bah, c'est un peu chaud quand je mange ça. Voilà, mais je mange ça plutôt l'été. Voilà, mais ça peut être aussi des muffins salés ou des cakes salés ou carrément du riz à la japonaise. Le petit déj japonais, t'as déjà goûté? Putain. Ouais, ouais. Quand je vois ça, j'ai toujours des posts. J'ai dû un peu me désabonner de plein de gens japonais parce que j'adore vraiment En fait, j'ai découvert tout ça par le Japon après. Donc j'avais tendance plutôt à cuisiner beaucoup japonais. Donc j'ai dû un peu me prendre un peu de distance pour revenir à quelque chose qui soit plus, on va dire, sinisant. Mais le petit-déj avec natto, saumon, miso, riz, ah, mon Dieu, quel bonheur, quoi. Une omelette, c'est génial. Donc moi, j'ai plein de patients, au bout d'un moment, ils se prennent plus la tête, hein. Ils se font direct un plat le matin, en plus petite quantité, peut-être. Ils se font une soupe, minestrone le matin, voilà. Les anciens, dans les champs, enfin, les anciens, ils mangeaient une soupe Oui, le c'était un matin. repas, en fait, Mais oui. Alors classique. après, c'est pour ça que je te dis, je suis pas sûre que ce soit très classique le côté Roi Tadana, parce qu'il mangeait quand même un peu plus tard. Attends, il cassait quand même Il y avait quand même un truc à 10 heures qui était un peu plus Bah oui, parce consistant qu'ils étaient à 5 heures déjà avec sur les le bêtes. Mm, champ, quoi. c'est Mm. ça. Je me Mais il rappelle cassait plus quand tout à même, fait il mangeait quand même quelque chose, peut-être quoi. un coup de vin rouge aussi à 10 heures. Mais bon, il fallait réchauffer peut-être, hein. C'est ça. Fallait peut-être Fallait réchauffer. réchauffer, faire circuler, ouais. Bon, après, c'est pas non plus. À mon avis, dans toutes les idées, il y a quelque chose qui est pertinent. On ne peut pas tout jeter à la poubelle. Parce qu'il y a toujours un référent qui pourrait donner des pistes par rapport à tu vois, autre chose. Mais voilà, sur le petit-déj, ça peut être aussi des pancakes. Mm. Je suis une grande fan des pancakes. Après, on choisit ce qu'on met dedans. Tu vois, ça peut être de la farine de châtaigne avec de la farine de petit épeautre. Bon, moi, j'ai toujours mon truc. Une tendance- Les gens à qui je parle, ils ont plutôt des tendances fraîches, donc j'ai toujours ça un peu en ligne de mire, hein. Mais c'est vrai que moi, chez moi, je peux manger un peu de tout, mais hum, châtaigne petite épeautre, c'est parfait, ou châtaigne riz, ou riz maïs, ça marche très bien aussi, tu vois. Et les pancakes, c'est vachement bien, t'en fais plusieurs, tu les fais réchauffer avant de passer à table. Les crêpes aussi, hein. Oui, en fait, il y a une variété dans le petit déjeuner. Et puis, c'est surtout varié aussi le petit déjeuner. Parce que, en fait, on a dans notre culture le même petit déjeuner tous les matins depuis 25 ans. Et à un moment donné, pourquoi on varierait pas, en fait? On Et varie le pourquoi midi, on varie pas? le soir. Tu vois, moi, j'ai un truc avec ça, c'est. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, on resterait toujours avec la même chose. Mais bon, oui, bien sûr, dans Non, mais l'idée, on peut t'as. varier. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est que des fois, quand on leur propose quelque chose qui, ah ouais, mais tous les jours manger des œufs, bah non, bah t'es pas obligé d'en manger tous les jours. Mais Oui, alors, oui, et surtout, voilà. le maître mot, c'est personne n'est là en train de manger un œuf tous les jours, quoi. Mais, alors, moi, je prends de l'âge quand même. Je me suis un peu calmée avec les années. Et Après, je dis ça parce que moi, j'ai un tempérament un peu. Toi, je suis assez. Un peu tout feu, tout flamme, on va dire. Donc, moi, le fade et le régulier tous les jours, ça me va très bien. Tu vois, ça vient chez moi tempérer cette tendance un peu volcanique que je peux avoir. Mais parce que moi, ça me fait du bien. Et donc, moi, les trucs plan-plan, que le chi de la rate aime aussi, hein, quand même, soyons réalistes, la variété trop speed, tout ça, ça n'a jamais fait de bien à la rate. Donc, j'avoue, moi, ça m'arrange, mais tu vois, je suis réaliste avec ça. J'ai beaucoup de. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que ça vient tempérer quelque chose en moi. Quelqu'un qui serait trop posé tout le temps et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, bah là, on peut lui proposer de changer. Peut-être que le lundi, tu fais ça, le mardi, tu fais ça, parce que ça va venir activer d'autres ressources
et ça va bouger. Ou alors tu fais 5 jours, vous faites ça 2 jours, tatati, tatata. Mais c'est pas la même personne en face. Mais les gens te le disent vite, hein. Mais en fait, le problème, c'est souvent, c'est les gens les plus speed qui voudraient le plus de speed. Ben non. Et là, c'est là où on n'a pas un métier facile des fois. J'ai un de mes profs d'ostéo qui disait, avant qu'on en ait conscience, on ira toujours du côté qui nous aggrave. On choisira toujours ce qui nous aggrave. Donc moi, c'est pour ça le côté un peu, j'écoute ce que dit mon corps pour choisir ce que je mange. Ok, mais il faut le faire d'un endroit neutre. Tu vois, si on est dans un endroit déjà qui est survolté ou qui est déjà surémotif, bah, on ira vers ce qui va encore augmenter la problématique, quoi. Voilà. Ouais, c'est très bien, c'est intéressant. Et puis après, je reviens sur la notion de roi, prince mendiant. C'est vrai que Mhm. souvent, je pense que ce proverbe, cette citation est mal comprise parce que on y met un peu l'abondance du roi. Et je crois que c'est plutôt la qualité du produit. C'est-à-dire que le Ah ouais, matin, c'est prise comme ça est vachement intéressant, moi. Mm. le matin, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire parce que il y a des gens qui n'ont pas envie de manger beaucoup le matin, et bon, voilà. Et il y a souvent je pense, cette confusion. Ben, le roi, il mange beaucoup, c'est l'abondance. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est que le roi, il a droit au produit qui est le plus qualitatif. Et c'est vrai que le Mm. matin mérite cette qualité de produit, et après, ça veut pas dire que le soir, faut que ce soit du tout venant, mais on peut l'interpréter différemment pour le soir avec une notion de quantité. Enfin, tu vois, il peut y avoir une C'est vrai, c'est explication intéressant. Ouais, différente. parce que le matin, on peut très bien mettre. Tu vois, les oléagineux, par exemple, c'est un peu luxueux quand même. Tu vois le prix des noisettes en ce moment, avec la pénurie qu'il y a eu, tu dis waouh, là, je me fais un beau plaisir. Mais effectivement, le matin, c'est intéressant, tout ce qui est noix, oléagineux, pistaches, Ouais, pignons, noix, noisettes. Bah oui, là, pour le coup, c'est des produits qui sont un peu plus élaborés, enfin, pas élaborés du tout, mais ça coûte plus cher quand même. ouais. Alors qu'effectivement, si tu manges du chou, des navets et des pommes de terre le soir, t'as pas ça, quoi. Enfin, c'est à ça que tu faisais référence? Oui, 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 c'est ça. Hmm. Ouais, je pense que c'est une chouette idée. J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais c'est chouette. Du coup, par rapport à notre diététique chinoise, là, si on devait l'inscrire dans cette médecine occidentale, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Comment on pourrait intégrer cette vision? Alors, on l'a vu un peu avec la diététique Hmm. occidentale, hein, c'est-à-dire voilà, les discussions qu'on peut avoir avec les diététiciens et diététiciennes. Euh, Maintenant, par rapport à la maladie, ça apporte quand même deux, trois bénéfices. Euh, Surtout dans notre vision, hein, je parle Ouais, ouais. vision des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ça pour conclure cet épisode? Ah, j'ai pas compris ta question. Pardonne-moi. Bah, euh, l'impact en fait de la vision de la diététique chinoise sur la santé en fait, Ah oui, ok, ok. sur la maladie, Euh, qui n'a rien à voir forcément a priori avec le digestif, si tu veux. D'accord, ouais, ouais. Bah, je pense que le truc est simple. C'est les causes de maladie, il y en a plein. Plein, 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 plein. Différentes. Des externes, des internes, des émotionnels, des habitudes de vie. Il y a plein, plein de choses. Et des accidents aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais si, alors, je sais pas si je réponds à ta question en disant ça, mais si on a une digestion. Alors, le but de la diététique chinoise, quand même, globalement, c'est de fournir assez d'énergie et de sang et de yang, des substances qui vont favoriser l'homéostasie, l'état de santé, de partout. On digère bien, on dort bien, on respire bien, on élimine bien et tout. Ça génère quand même enfin, on se retrouve à un espace un peu neutre de soi, en fait. Ça va? Avec de l'énergie et tout et tout. Ça veut dire que c'est plus facile quand on est dans cet état-là d'homéostasie de santé, un peu de base, de répondre à des problématiques, à une problématique quand elle se présente en fait. Donc pour moi, c'est pas. On peut après résoudre des problématiques avec la diétothérapie, ça on l'a vu et on le sait. Mais là, dans ta question, c'est si on est assez en forme de toute manière, de base, si on a assez d'énergie, si quelque chose survient, on le gérera mieux et on aura plus de vitalité pour répondre aux problèmes.
Tu sais, à l'époque du Covid, ça avait beaucoup circulé cette phrase elle était devenue vachement plus. Bon, je l'entendais beaucoup plus, mais la maladie est fonction de la résistance. Si tu as une bonne résistance, la maladie, elle est plus petite, tu la gères mieux. Si tu as une très faible résistance, la maladie, elle est beaucoup plus importante, on la gère moins bien. Donc si on a une atteinte externe, s'il y a peu de résistance, peu d'énergie, peu de sang, nan, ça prendra beaucoup plus de place et la suite peut être beaucoup plus dramatique en fait. Donc pour moi, c'est s'assurer que euh, on est préparé à. Enfin, on n'est pas préparé parce que sinon ça sous-entendrait qu'on est toujours en train de faire gaffe à ce qui se passe, et je pense qu'on l'est déjà tous un peu. Mais c'est avoir suffisamment d'énergie de base pour vivre notre vie, en gros, et ne pas générer d'autres problèmes, en fait. Parce que la plupart du temps, c'est vrai que ce qu'on appelle en médecine chinoise, on parle d'erreur alimentaire, c'est une chier de problèmes quand même déjà. Et que si on gomme ces erreurs alimentaires, bon, bah voilà, il y a la vie de tous les jours, il y a les problématiques de tous les jours qui arrivent avec d'autres, quoi. Et après, il y a un autre. Euh, tu as ce distinguo entre chi inné et chi acquis, énergie acquise, énergie innée. La digestion, la respiration, le sommeil, tout ça, ça favorise l'énergie acquise. C'est celle qu'on produit. Non, si, oui, c'est ça. C'est celle qu'on produit tous les jours à partir de ce qu'on mange et de ce qu'on respire. Si ça, c'est bon, ça évite qu'on aille taper dans la réserve d'énergie innée, qui, elle, est notre batterie un peu avec laquelle on est arrivé sur Terre, et qui est plutôt dédiée aux coups durs ou aux grosses choses, tu vois. Les grossesses, les maladies longues, les accidents, tout ça. Donc ça, c'est un peu les gros trucs, quoi. Moi, ce que je dis toujours, c'est un peu le compte épargne vs compte courant. On travaille ça dans le compte épargne, hein, dans le compte courant, on vit avec, on fait nos courses avec. Le problème, ce que je dis tout le temps, le problème arrive quand tu commences à aller acheter ta baguette de pain avec l'argent du compte épargne. Ah, c'est la merde. Et en fait, pour moi, c'est préserver ce capital-là, un peu héréditaire, mais hein, moins on y touche, mieux on se porte. Et plus la suite, c'est cette notion de longévité hein, qui est associée avec l'énergie innée, plus la vieillesse va se passer mieux. Donc moins les maladies, on va dire, de vieillesse classiques vont nous gêner. Donc il y a tout un tas de trucs qui vont avec, tu vois, les rhumatismes. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Et donc en fait, pour moi, c'est ça, c'est manger correctement et équilibré en fonction de ses besoins, de sa nature, de sa vie, de ses goûts, tout ça, et en fonction réellement de ses besoins et pas de ce qu'on croit qui est bon pour nous, c'est s'assurer de laisser tranquille le reste au profit pour plus tard. Hein. Voilà, donc c'est comme ça que je réfléchis. Ça répond à Oui, ce oui, que. oui, l'importance en fait d'une alimentation correcte, d'un système digestif qui fonctionne pour lutter contre la maladie, en fait, quand elle arrive, ou même si on est malade, ben déjà De de récupérer plus repartir vite. sur Mm. une diététique appropriée pour fabriquer de l'énergie, du sang, des liquides pour lutter et renforcer son système immunitaire. Voilà. Mm. C'est ça. Super, je te remercie. Bah merci. Au niveau, on peut te retrouver sur les réseaux. Oui. Toi, on te retrouve sur les Euh, réseaux. Tu as un site aussi. Je crois que tu proposes aussi une petite actualité là, à partir de Ah là. oui, oui. On fait un challenge humidité. Ça s'appelle pas comme ça, mais nous, entre nous, après, on l'appelle comme ça. Pour ça, léger au printemps, je crois qu'il s'appelle comme ça. L'idée, c'est 4 lives, donc 4 lundis, où on fait un live où j'accompagne les gens. Donc là, la démarche, c'est l'humidité, en gros, globalement. On a un signe qui nous enquiquine et on va venir travailler pour un peu améliorer la situation. Et donc, en fait, pendant 4 lives, on va parler des aliments qui aident à lutter contre l'humidité, de quoi faire en des cas de figure, justement, ce qu'on disait, vide de Yang, vide de Qi, stagnation, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, c'est plutôt strictement diététique, parce que là, je suis dans des challenges. Là, il y en a un détente en ce moment où on fait de l'acupression, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment strictement. Et moi, bon, je fais de la pharmacopée chinoise, j'adore ça. Et j'aime beaucoup cuisiner avec. Et il y a vraiment plein d'apports. Là, on a parlé d'alarme de Job, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser, mais c'est pas le propos ici. Et ça, donc pendant le challenge, on en parle, j'explique aux gens comment s'en servir, comment cuisiner avec. Et puis on déconstruit aussi psychologiquement. On a une grosse partie de gestion émotionnelle
de tout ça. Et franchement, j'étais la première surprise, mais un, ça marche vachement bien. Et deux, c'est vraiment moi, je trouve que c'est une belle expérience. Et moi, j'en profite à chaque fois, hein. Je suis dans le groupe aussi et je fais comme tout le monde, je suis le groupe. Et en fait, il y a cette notion de groupe qui est très intéressante et qui est très supportrice, en fait. Et c'est pas le challenge, je me challenge de ouf. Quoique si, on peut se challenger sur un mois, c'est plus agréable. Et puis, ça augmente un peu l'estime de soi aussi, tu vois, quand enfin, quand on réussit quelque chose qui était compliqué. Hop, je trouve qu'on grimpe un peu dans l'estime de soi et donc on envisage de faire d'autres trucs qui semblaient plus compliqués après. Donc voilà. Mais j'adore ce format. Je réponds après à toutes les questions tout le temps, donc on est un peu toujours en contact. Donc ça commence le 16 mars et tout ça, ça se trouve, il est déjà en ligne sur mon site. Je pense que tu mettras Ouais, je mettrai les tous les liens, liens. le site, Instagram et tout, Ouais, c'est ça. en dessous de l'épisode. Euh, voilà, il y a ça. Et puis après, on peut me contacter. Je suis assez contactable, on va dire. Voilà. Catherine, je te Merci beaucoup. remercie beaucoup euh, Merci Raphaël. d'avoir accordé ce temps pour complémentaire. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager l'épisode parce que là, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. C'est d'actualité. Et puis, on a vu l'importance de la gestion du poids, non pas pour l'esthétique, mais aussi pour la santé et surtout. Donc, voilà, partagez, contactez Catherine si vous avez besoin. Et, et merci encore une fois, Catherine, pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, Avec plaisir, surtout sur ce sujet que j'adore. ça se voit, c'était bien. Je te Mm. dis à très bientôt. À bientôt, au revoir, merci beaucoup.